Bonjour à tous. Donc, euh, Lucille Ehart-Chaplet, responsable croissance, entreprise et territoire, Agence Ouest AVG Police Vallée et moi-même, Béatrice Plotu. Je suis enseignant-chercheur en économie de l'environnement à AgroCampus Ouest. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir. Nous allons animer cette session numéro 4. Donc, lorsque l'on traite de la transition agroécologique, c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur des aspects plutôt techniques ou technologiques et à mettre moins en valeur les ressources humaines, organisationnelles ou logistiques. Et pourtant, la mobilisation de ces ressources dans une perspective de durabilité des organisations et des territoires permet pourtant de mieux comprendre et de dépasser un certain nombre de verrous. Et elle permet également de relever un certain nombre de défis. C'est l'objet de cette session numéro 4, d'en débattre ensemble, d'aborder ces ressources. Et donc, on remercie infiniment nos 5 orateurs du jour qui vont nous éclairer sur ce sujet en nous donnant un certain nombre de leviers de la transition. Donc, on va parler de nouvelles économies, de nouvelles manières de produire et de consommer, de nouvelles manières de travailler avec de nouveaux partenaires, de nouveaux modèles économiques d'affaires. Donc, c'est Paul Colonna, qui est directeur de recherche émérite à l'INRAE, qui va débuter cette session sur la bioéconomie du XXIe siècle, apports, enjeux et limites. Ensuite, donc, nous accueillerons sur le thème suivant comment associer le patrimoine historique et la sauvegarde de la biodiversité, valoriser les coproduits et déchets de l'industrie agroalimentaire. C'est ce que Arnaud Lebert, qui est entrepreneur, fondateur de l'entreprise La Roseraie, va nous expliquer à partir de projets qui sont portés actuellement par son entreprise. Nous allons continuer sur des initiatives et projets entrepreneuriaux. Quand dans une start-up, ce que vivent les salariés et ce que vivent les clients se reflètent mutuellement, la méthode agile est au cœur des processus de travail de Draw Me a Garden. Donc, c'est une jeune start-up qui aide les particuliers à avoir un beau jardin. Et donc, Florent de Salaberry, un des collaborateurs de Draw Me a Garden, nous dira tout sur ce modèle agile. Donc ensuite, Marc Denal, président général de l'association Demain la Terre, va nous expliquer l'engagement de cette association auprès des entreprises de la filière fruits et légumes dans les démarches de responsabilité sociétale, donc leurs facteurs de réussite et leurs freins. Éric Berg, président et responsable du développement commercial dans l'entreprise Hortitrace, nous dira comment construire un modèle multirotation pour réduire les déchets et savoir les recycler en horticulture ornementale à partir de l'exemple des plaques plastiques. Et enfin, nous accueillerons Noémie Bernard-Le Gall, qui est ingénieur projet numérique européen dans l'association ACTA, qui fait partie de la cellule d'animation du réseau mixte technologique, donc RMT Naexus. Et donc, elle va nous présenter les objectifs de ce réseau et ses futurs travaux. Voilà, donc l'ensemble du programme de cette session. Alors, pour son bon déroulement, donc je vais faire le maître des horloges. Voilà, donc je rappelle que chaque présentation dure 15 minutes, 15 minutes, qu'elle comprend une ou des questions donc courtes, plutôt de clarification. Donc, on va vous demander de bien vouloir poser vos questions en fait sur le chat. Donc, elles seront collectées et elles seront donc posées aux orateurs par Lucille Ehart-Chaplet. Et donc, pour les questions qui nécessitent des réponses plus longues, eh bien, nous vous invitons en fait à les reposer lors du débat.
Voilà, alors je vais aussi peut-être demander et rappeler à nos orateurs d'avoir bien leur présentation ouverte sur leur ordinateur, puisque lors de cette session, donc on va leur passer la main pour partager leurs écrans. Voilà, et puis écoutez, voilà, on remercie encore infiniment tous nos orateurs. Et donc, je vais maintenant laisser la parole à Paul Colonna donc, pour la première présentation. Merci à tous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Paul Colonna, je suis directeur de recherche émérite à l'INRA et où j'étais en charge de la partie bioéconomie. Donc, vous m'avez invité à vous parler de bioéconomie et savoir comment, en gros, elle s'articule avec la transition agroécologique, le système agricole. Je vais m'efforcer de vous faire ça. Donc, la première diapositive vous montre en bas Robinson Crusoe. C'était une époque bénie des dieux, puisqu'en gros, la Terre arrivait à le domaine dont il disposait lui permettait de subvenir à ses besoins et à celui de vendredi de manière tout à fait facile. Si maintenant on cherche à changer de diapo, ce qui ne veut pas se passer, voilà, pardon, il y avait un peu de temps de retard. Donc je suis obligé de faire un peu de retour historique, puisque le mot bioéconomie a connu et connaît une certaine gloire, mais avec des sens qui ne sont pas nécessairement toujours les mêmes. Donc, le premier qui en a parlé, ce n'est pas Malthus en 1803, mais c'est le premier qui a averti, dans un texte assez célèbre, l'essai sur le principe de la population, qu'il y avait une limite géométrique toute simple de surface disponible de terre pour répondre aux besoins de la population. Et donc, lui, la première variable qu'il a employée, c'est la population. Il ne parlait pas du système de production. Et cette variable-là, on la trouve de temps en temps, mais c'est pratiquement la variable qui est interdite politiquement dans tous les discours, parce que là, on va dans un domaine éthique, mais c'est quand même celui qui en a parlé le plus. Ensuite, le deuxième qui en a parlé, c'est Joschka Roggen en 1971, qui a parlé de bioéconomie. Et en fait, c'était un économiste qui a utilisé les lois de la thermodynamique pour montrer qu'il y avait une limite, là aussi, au système Terre et qu'il fallait en sortir. Et ensuite, on a déroulé tout un tas de concepts. Donc, il y a le rapport Mido sur les limites à la croissance, qui a été fourni au Club de Rome. La définition centrale, c'est celle de Brundtland en 1987 sur le développement durable. Bon, je passe sur l'ensemble des textes. Surtout, ce qui est important, c'est de retenir qu'à partir de 2012, l'Union européenne a parlé de croissance durable et a mis cette croissance durable dans un concept très large qui s'appelle la bioéconomie pour l'Europe, à l'instar de ce qui se passe en Amérique du Nord, de ce qui se passe dans d'autres pays. Le pape François, parce que c'est un des rares religieux qui en a parlé, je ne voudrais pas du tout qu'il y ait mésentente là-dessus, mais c'est un des rares religieux qui a parlé des limites de la Terre. Et ensuite, on trouve, à partir de là, en 2014, la bioéconomie est reprise en Allemagne. Elle est reprise dans le texte de l'ONU, dans les OMD du millénaire. Et en France, il y a une stratégie nationale de bioéconomie qui est sortie. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette stratégie bioéconomie? Donc là, je prends la partie strictement française. Donc, c'est la définition sur laquelle il y a eu un accord entre les différents acteurs français. C'est d'abord une économie fondée sur la production de ressources biologiques renouvelables. C'est là où on rentre en interaction avec la partie durabilité forte, la biomasse, et sa conversion en aliments. Et là où il y a une nouveauté aussi, c'est la conversion en aliments pour l'homme, les animaux, les produits biosourcés, les bioénergies. Et la France a rajouté spécifiquement la protection et la restauration de la biodiversité, des écosystèmes, du capital naturel dans les milieux aqueux et terrestres. Donc c'est une définition qui est très inclusive. En fait, ce qu'il faut voir à l'intérieur, il y a 3 éléments caractéristiques. La première, que l'on retrouve depuis 2018 dans l'Union européenne, c'est le fait qu'il s'agit d'un système. On va parler de système. Donc, système, ce n'est pas une vision holistique où on considère l'ensemble. C'est-à-dire qu'on prend l'ensemble des acteurs, on regarde quels sont les liens qu'il y a entre eux. Et les 3 éléments essentiels, qui permettent de faire la différence dans ce système, ce sont la substitution, l'interconversion
les couplages entre les chaînes. Le deuxième élément qui est important, c'est la partie production-conversion. Et en fait, dans la définition, ça ne figure pas, mais ce qui est surtout figure dans tous les textes, c'est l'appel aux biotechnologies, qui sera applicable aussi bien aux plantes, animaux, microbes, sols, biodiversité, etc. On s'appuie là-dessus. Le troisième élément, c'est le pilier environnemental. Donc, c'est une définition qui est très inclusive, qui se construit sur une approche système, et c'est un concept qui est strictement compatible avec la décroissance. Donc, il n'y a pas là-dedans d'a priori sur la croissance au sens strict du terme du PIB ou d'autres choses. Donc, ça a été repris, dans l'ensemble des pays européens. Et pour bien vous faire toucher la modification de point de vue que ça donne quand on regarde ces systèmes, si vous prenez la filière blé tendre en France, on parle en général de la filière blé tendre, en fait c'est un sous-système. Et classiquement, cette filière blé tendre, on l'appréhende par des variétés et par la consommation de pain. Mais en fait, la consommation de pain et de biscuits, ça représente simplement 5,5 millions de tonnes sur les 35 qui sont annuellement récoltées. Ça, c'est la partie horizontale qui figure partout, c'est l'approche filière blé. Donc, vous voyez que la filière blé, dans la production de pain et de biscuits, ce n'est que 5,5 sur 35. Et en fait, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Vous trouvez toute la partie paille, qui va vous donner accès aux matériaux, la bioraffinerie et la production d'éthanol. Vous avez la paille qui va servir en élevage, et là, il y a des différences entre les systèmes d'élevage, si on prend tout simplement de l'autre côté de la frontière, entre la France et l'Allemagne. La France fait de l'élevage avec du paillis directement pour ses animaux en stabulation, alors que l'Allemagne fait tout en béton. Et donc, les besoins qui sont exprimés sont différents. Ensuite, il y a la production d'amidon qui va renvoyer à l'alimentation humaine, mais qui part aussi en chimie. La production d'amidon permet la production de gluten, et là, ce gluten est renvoyé dans la filière horizontale que naïvement on considère simplement panification française, où ce gluten est réincorporé pour faire participer à la mise en forme. Et là, vous avez des éléments un peu extraordinaires qui sortent, au sens qu'ils ne sont pas technologiques. Vous avez le consommateur qui a une demande particulière sur les caractéristiques du pain, mais sur ces caractéristiques de pain, si on veut y répondre, il faut avoir un pétrissage lent et une fermentation lente. Or ça, c'est relativement incompatible avec des demandes sociales qui sont faites sur les ouvriers en panification. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait figurer artisan en rouge là-dedans. C'est-à-dire que la demande qualitative exercée sur le pain, elle est modifiée par le fait que ces ouvriers boulangers demandent à travailler le moins possible la nuit. La dépolymérisation de l'amidon va vous donner du glucose qui interfère directement avec les capacités de production de la filière betterave sucrière. Le blé va partir en alimentation animale et le fait qu'on le consomme en alimentation animale va susciter des demandes de soja, de tourteau, d'acides aminés essentiels. Donc, vous voyez, on ne peut pas considérer la filière blé tendre comme simplement un segment avec d'un côté les 60 variétés qui sont mises en œuvre en France et de l'autre côté la consommation de pain. Il y a une interférence entre cette filière élémentaire et en fait d'autres filières. Donc, il y a des interconnexions qui contribuent au rééquilibrage de l'ensemble. La nouveauté apportée par la bioéconomie, c'est qu'elle s'inscrit complètement dans l'économie circulaire. Alors, sur cette figure, j'ai fait figurer les différentes étapes. Donc, il y a la production. Ce qui est important dans la production, c'est la diversité des ressources végétales. Et le deuxième point, c'est qu'aucune biomasse n'est strictement alimentaire. Je veux dire par là qu'aucune biomasse ne va partir simplement à 100% d'alimentation animale. Il y a toujours une alimentation humaine, il y a une partie qui part dans l'alimentation animale, mais il y a une partie qui va partir en chimie, matériaux, énergie. Deuxième élément important, c'est la bioraffinerie. Et à partir du moment où vous avez un fractionnement, vous allez pouvoir avoir des opérations d'interconversion, etc. À partir de là, on a un couplage entre les filières, au sens traditionnel du terme, peut-être qu'on les apprend parfois encore, et on retrouve le consommateur au niveau de la formulation avec des possibilités de substitution d'ingrédients, donc sucre, lipides, protéines, etc. Protéines animales versus protéines végétales. Alors, dans cette filière circulaire, on parle souvent du recyclage. En fait, le recyclage, il est très, très faible sur les produits d'origine biologique. Il y a simplement le recyclage du papier. Dans tous les autres cas, on ne peut pas recycler la matière et on fait ce qu'on appelle des usages en cascade. Donc, même pour le papier,
quand la longueur des fibres diminue, on va pouvoir réemployer ces fibres dans d'autres usages qui sont moins demandeurs en propriétés techniques. Et on parle à ce moment-là d'écologie agro-industrielle. Et donc, on va devoir réfléchir cette écologie agro-industrielle en réfléchissant aux flux de matière, aux flux d'énergie, la distance entre les usines, la taille des activités, l'organisation des acteurs. In fine, ça aboutit à des déchets qui peuvent partir en méthanisation, qui peuvent servir à faire des cultures d'insectes, etc. Et on récupère, on n'a toujours pas fini, on est toujours en vision linéaire, donc on a apporté l'usage en cascade, et in fine, on apporte du CO2 qui est perdu dans l'atmosphère et qui est recyclé tout simplement par la photosynthèse. Mais les points de réflexion à l'heure actuelle les plus forts sont sur le retour des 3 éléments majeurs, NPK, et donc les travaux de recherche portent essentiellement sur le recyclage à l'heure actuelle de l'azote et du phosphore, le potassium ayant moins d'intérêt. Et donc là, il y a un recyclage des atomes sous réserve qu'il y ait une injection d'énergie, par photosynthèse le plus souvent, mais il faut qu'il y ait une injection d'énergie, sinon on ne peut pas reboucler le cycle. Alors, quand on parle d'implantation de la bioéconomie, qui a une définition très inclusive, ça amène à considérer en fait 2 approches différentes. Il y a une première approche qui figure en bas dans le rectangle jaune, c'est la préservation des écosystèmes et de leur capacité de production de biens consommables et de services écosystémiques. Et ça envoie directement sur l'usage des sols, les systèmes de culture forestiers, la ville, les territoires. C'est pour ça que j'ai mis cette représentation dans le dos. Et ensuite, sur cet usage des sols, s'exprime une contrainte, elle, qui est anthropocentrée, qui sont les demandes, les comportements des citoyens consommateurs, qui vont devoir demander de l'habitation, du santé, de l'alimentation, de l'habitat, de l'habillement, de la santé, etc., de l'énergie. Et là, il y a une rationalité des flux de biomasse, mais il faut bien voir qu'il y a des flux de matière, des flux d'énergie, des flux d'information. Et donc, l'usage des sols, qu'on peut réduire là au système de culture et forestier, il est soumis à ces 2 contraintes, à ces 2 systèmes de demande. Et c'est là qu'on retrouve les variétés végétales en particulier. Alors, il y a plusieurs clés pour entrer dans ce jeu-là. La première, donc, c'est bien de passer de filière à un système bioéconomique en regardant quels sont les couplages qu'il y a entre ces filières, les interconversions, etc. Il y a le renforcement des leviers technologiques par les approches biotech qui sont réalisées. Mais il n'y a pas que le biotech, il y a aussi toute la partie sciences du numérique parce qu'on va pouvoir récupérer des données. Pour bien construire ce système de manière équilibrée, on a besoin de représentation et de modélisation dans une vision à long terme, en particulier donc à 2050, en particulier avec les régimes alimentaires et des scénarios contrastés. Et c'est là où des variables du type consommation de produits animaux sont majeures, dominantes. On a besoin de politiques publiques dédiées sur des territoires qui n'ont pas nécessairement de limites administratives et qui sont identifiables par leurs caractéristiques pédoclimatiques. Et on a besoin d'évaluation de l'ACV, mais on n'a pas que l'ACV, on a aussi des analyses coûts-bénéfices et toute la partie biodiversité. Mais attention dans cette approche qui peut paraître un peu technologique, il y a des facteurs non marchands qui sont parfois prépondérants. Donc, il y a les valeurs et la conformité de tout individu à l'intérieur à adhérer à ce système dans la mesure où ce système reprend les valeurs, donc la montée des composantes environnementales à l'heure actuelle et où le refus de certaines biotechnologies peut constituer un frein ou une opportunité. Il y a des institutions formelles, il faut qu'on soit capable de sécuriser les échanges dans cette économie circulaire. Et on a besoin de relations sociales entre les différents acteurs de la filière. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Monsieur Colonna. Alors, on a le temps pour prendre, voilà, on a sur notre planning strictement là quelques minutes pour prendre des questions. Donc, on a dit dans un premier temps plutôt des questions courtes, enfin qui appellent des réponses courtes, pardon, puisque voilà, pour un débat plus long, on va se reporter en fin de session. Alors, est-ce que certains veulent poser une question ?
Bon, je veux bien me lancer, on va dire, pour amorcer un petit peu le débat. Alors, je ne sais pas si elle appelle une réponse courte, mais moi, par rapport notamment à la dernière slide, alors j'avoue que je serai évidemment pas experte hein, sur des aspects de biotechnologie. Les facteurs non marchands vont m'interpeller davantage, mais je me demandais s'il y avait des freins majeurs, en fait, au développement de cette bioéconomie, et est-ce que dans justement ces facteurs non marchands, on pouvait trouver des freins majeurs? Ma question est peut-être un peu large. Oui, non, il y a l'acceptabilité des biotechnologies. Ouais. Et par là, je peux dire, la question centrale, si on veut améliorer le système économique, c'est d'avoir une aptitude des végétaux à leurs usages. Sur les animaux, on ne peut pas changer, mais sur les végétaux, on peut les améliorer. Donc, l'efficience de leur transformation, et non pas les supporter dans leur valeur initiale. Et donc, il faut qu'il y ait une acceptation d'avoir des végétaux transformés. Je ne parle pas de biologie de synthèse, etc., mais c'est un point très important, puisqu'à partir du moment où on a des végétaux plus adaptés, ça veut dire qu'il y a des compléments alimentaires qui ne vont plus être, des complémentations alimentaires qui ne vont plus être nécessaires. Premier point. Et deuxième point, il y aura moins de matières qui seront rejetées parce que non utilisables dans la partie alimentation humaine. Voilà, et c'est à l'heure actuelle un facteur non marchand le point principal. Et le deuxième, la conséquence qu'il y a là-dessus, c'est qu'il y aura forcément une segmentation de la production végétale. On n'est pas dans une vision où une seule variété ou quelques variétés peuvent satisfaire l'ensemble des besoins. Et ça envoie directement à une segmentation des systèmes de production, mais des systèmes de récolte et de stockage. Alors, juste pour rebondir, il y avait une question de Monsieur Martinet. Je pense que dans la réponse qui a été apportée, Monsieur Martinet, vous me corrigerez si besoin, mais il y a quelques éléments justement de réponse à votre question. Donc, la question en tant que telle, c'était dans justement ces facteurs non commerciaux ou non marchands. Comment pouvez-vous et pensez-vous pouvoir lever les différents freins qui étaient mentionnés? Voilà, j'ai donné un exemple de facteur non marchand. Il y a un deuxième élément non marchand qui est très important, c'est la confiance entre les acteurs dans la chaîne de valeur jusqu'au consommateur. Et donc, la montée des big data, pas prise au sens large du fait, mais le fait qu'on puisse tracer de la matière maintenant récoltée au niveau du consommateur sur l'ensemble de sa filière, donc de sa voie de production et de transformation, est de nature à améliorer la confiance dans les produits. Et en voie de conséquence, c'est un ensemble non marchand, mais qui vient affecter la confiance et donc qui permet de fluidifier les marchés. Merci. Moi, de mon côté, Béatrice, j'ai pas d'autres questions principales, donc je pense qu'on peut continuer et puis peut-être d'autres questions viendront pour le débat. Très bien, ben merci. Donc merci Monsieur Colonna. Et donc on va accueillir maintenant Arnaud Lebert qui va donc associer le patrimoine historique et la sauvegarde de la biodiversité, valoriser les coproduits et déchets de l'industrie agroalimentaire. Donc Monsieur Lebert, on va vous donner la main pour partager votre écran. Est-ce que je mets ma caméra? Bonjour à tous, déjà, pardon. Voilà, je ne sais pas si vous me voyez. Oui, c'est bon. En fait, alors bonjour à tous. Moi, je n'aurai pas une présentation telle que celle que je viens de découvrir par Monsieur Colonna. Je vais tenter de vous expliquer la démarche de la ressourcerie qui s'appuie notamment sur une démarche personnelle d'accompagnement de l'artisanat d'excellence dans les filières de valorisation du végétal en m'associant il y a 4 ans avec le champion du monde de la confiture qui est basé près de Saumur. Et c'est au travers de cette relation avec Stéphane Perrotte qu'il a été défini de s'intéresser à ces filières de valorisation du végétal au travers de la parfaite connaissance de la diversité des variétés pour répondre aux besoins d'excellence
que Stéphane avait vis-à-vis de ses clients, qui sont notamment Anne-Sophie Pic, ou la Tour d'Argent à Paris, et le marché japonais ou coréen, et qui était de pouvoir leur apporter des spécificités de goût au travers de cette diversité de variétés. Assez rapidement, on a constaté que cette connaissance, on pouvait la trouver au travers de conservatoires, ce qui nous a amené à imaginer de pouvoir préserver cette diversité au travers de châteaux en Val-de-Loire, sur le principe de ce qu'a fait Louis Albert de Breuil au château de la Bordésière avec la tomate. Et donc, on a aujourd'hui une collaboration avec une trentaine de châteaux entre Orléans et Angers sur le fait de pouvoir réunir des collections, toujours dans ce même objectif d'avoir une parfaite connaissance des végétaux et de pouvoir leur trouver, en fonction de leurs propriétés, des utilisations, en effet en agroalimentaire dans un premier temps, puisque au-delà de Stéphane, j'ai pu m'associer avec un meilleur ouet de France de glace, avec un maître distillateur, avec un fabricant de jus, et toujours dans cette solution apportée à cette connaissance dont on a besoin pour travailler des produits d'excellence, avec une démarche en effet qui n'est pas, quand on parle d'agroalimentaire, on imagine le plus souvent d'être dans l'industrie, ce qui n'est pas toujours le cas, mais je pense qu'on est dans une démarche agroalimentaire, mais dans un développement artisanal. Et donc, en effet, cette notion de savoir-faire sur les techniques de valorisation nous a amené à prendre ce parti de considérer l'artisan comme un service R&D exceptionnel, parce qu'il a la connaissance des techniques de transformation. Et en fait, le rôle que l'on a auprès de lui, c'est de pouvoir y associer de l'innovation et de la recherche. Donc, en effet, la connaissance de la diversité, mais aussi le travail de la transformation par la connaissance scientifique que l'on peut avoir, où on travaille avec un certain nombre d'écoles, d'ingénieurs, de chercheurs, dans différents aspects, au service de ces artisans qui permettent, au travers de ces contacts, d'améliorer leurs techniques, leurs connaissances et de trouver des solutions pour améliorer leurs recettes. Donc, ça a été une solution d'accompagnement de ces artisans, leur démontrer qu'ils avaient une parfaite connaissance dont ils n'avaient pas forcément conscience la plupart du temps, et de pouvoir les mettre en relation avec ces acteurs qui leur amènent des solutions au quotidien. Donc voilà, ça a été la démarche de préserver ce patrimoine végétal au travers de conservatoires. Donc entre Orléans et Angers, au travers de la tomate, bien sûr, comme je le disais, avec le château de la Bordésière, mais on est en train de collaborer sur des projets de châteaux, de lieux en Anjou autour des agrumes, puisque ce cher roi René d'Anjou, roi de Sicile, a participé à l'apport des agrumes en France, et notamment et plus particulièrement à Angers. Donc on est en train de travailler sur cette démarche-là, mais aussi la rose à Orléans, le chou, la fraise, les tulipes, enfin voilà, tout un tas de végétaux que l'on peut utiliser. Alors, je parlais de la tulipe, c'est pas le bon exemple pour l'agroalimentaire, mais en tous les cas, d'avoir cette connaissance dont on a le plus souvent pas, auquel on n'a pas accès malheureusement, au travers de ces professionnels que j'essaie de réunir. Et ce qui nous a amené d'ailleurs, au-delà de l'aspect agroalimentaire, de travailler sur toutes les filières de valorisation, qui n'est pas seulement celle de l'agroalimentaire, puisqu'en fait, chacun de ces acteurs que je vous ai listés génère des déchets alimentaires d'origine végétale, ce qui m'a amené à accompagner une start-up dans la transformation de ces déchets alimentaires en pigments de couleur et donc en teinture encre, et aujourd'hui travailler sur d'autres secteurs d'activité que sont la cosmétique et le textile, puisqu'en fait, la démarche que l'on peut avoir, c'est de se dire que lorsqu'on plante une tomate, il ne s'agit pas de l'utiliser seulement comme un végétal permettant de faire de la sauce ou du ketchup, mais de se soucier de la tomate, de la peau, des pépins et de ses coproduits. Donc, ce qui nous a amené à travailler sur la valorisation de la tige de tomate en fibres,
cette année, l'année dernière, était un peu compliquée pour mettre en œuvre un certain nombre d'expérimentations, mais l'année 2021 va nous permettre, je l'espère, de transformer cette fibre en fibre végétale, ce qui m'a amené, à titre personnel, de souhaiter m'appuyer sur une structure artisanale, encore une fois, pour pouvoir tisser ou broder cette future fibre textile, et de reprendre les soieries Jean Rose à Tours qui tissent la soie depuis 360 ans, et de pouvoir sauver cette entreprise qui était en liquidation. Et donc, en effet, de pouvoir travailler sur ce végétal dans tous ses aspects et de le prendre sous ces angles de filière de valorisation. Alors, on n'est pas dans une démarche industrielle qui peut-être nous met en opposition, en effet, sur cette notion de valorisation, puisque quand on est dans une démarche artisanale, on peut se soucier plus facilement des déchets que l'on génère, qui nous amène aussi à aller au-delà des déchets qu'on génère, à la revalorisation. J'écoutais avec attention ce que M. Colonna disait à l'instant. Donc, en effet, de pouvoir travailler sur les déchets que l'on génère, les rebuts, et de pouvoir les valoriser. C'est-à-dire que dans notre réflexion, de travailler sur la transformation, mais aussi les déchets que l'on génère de la transformation que l'on fabrique. Et donc, de pouvoir travailler sur ces aspects-là de façon à être pertinent, toujours dans une façon locale le plus souvent, même si forcément, lorsqu'on travaille les agrumes, on peut considérer que la région, le Val-de-Loire, n'est pas la meilleure région pour cultiver, mais on s'appuie sur ces conservatoires sur l'identité aussi historique de notre région. Les favorites ont permis d'amener, d'enrichir ce Val-de-Loire de 1000 choses. Et en fait, aujourd'hui, on s'appuie sur cette notion-là, à la fois historique, mais aussi de savoir-faire d'exception. Après être né dans la région, je redécouvre ce Val-de-Loire et je découvre surtout qu'il est riche de 1000 talents, et qu'il s'agit simplement de mettre en relation, et forcément aussi avec les acteurs de la recherche, qui est essentiel pour nous sur tous ces aspects. Et donc, voilà. Donc, voilà le rôle de la ressourcerie: accompagner les entreprises artisanales, leur permettre de développer de l'innovation. Je pense que le végétal est finalement assez méconnu et qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à faire, ce qui nous a amené à travailler sur cette notion de lab, avec le premier lab créé avec l'AOP Tomate de France, le Tomato Lab, puisqu'en fait, c'était l'objectif est de se dire qu'est-ce que l'on peut faire avec la tomate, au-delà de la vente en gros ou chez Monsieur Auchan, Monsieur Leclerc, de pouvoir se préoccuper de l'ensemble des filières de valorisation, apportant, soucieux en effet des points de marge supplémentaires que l'on peut apporter aux agriculteurs, d'apporter des éléments de transparence pour avoir une notion équitable de mise en valeur des compétences de chacun. Et donc, l'agriculteur ou l'artisan transformateur, chaînon indispensable à toute création de produits. Donc, ça nous a amené la ressourcerie dans cette démarche agroalimentaire ou plutôt gastronomique, de créer un label qui s'appelle AA, agriculteur artisan, puisque ça nous semble essentiel de réunir des corporations qui sont souvent aidées individuellement, mais pas forcément en les réunissant. Pas sans faire de polémique auprès de vous aujourd'hui, mais je pense que, et sans être contre la démarche qu'il mène, mais Arnaud Montebourg se souciant de l'agriculteur, je pense que c'est un pan qui est important, mais pas le seul à considérer. Je pense que lorsqu'on amène un agriculteur à transformer son produit laitier en glace, au travers d'une activité interne accordée à cet agriculteur, c'est ne pas se soucier de l'artisan qui est juste à côté, qui est juste voisin à l'agriculteur, qui peut ramer et qui ne peut pas vivre forcément de son activité. Donc voilà l'engagement de la ressourcerie: avoir une parfaite connaissance de la diversité des variétés, identifier les propriétés de chacune de ces variétés,
et essayer de définir les filières de valorisation en agroalimentaire, mais pas seulement. Lorsque je tisse la soie au travers de cette entreprise rose, c'est de relancer cette filière de la soie, de replanter des mûriers et de ne pas se soucier du seul fil de soie que je pourrais générer, mais de pouvoir se préoccuper des propriétés, par exemple, cosmétiques, qui permet de donner une économie viable à la plantation de mûriers, puisqu'en fait, il y a une notion de sur la cosmétique, on peut générer une économie au bout de 2 à 3 ans, alors que pour tirer un fil de soie, il faut attendre 5 à 6 ans minimum. Donc voilà, c'est se soucier de chacune des filières pour pouvoir amener une économie suffisamment intéressante et viable pour légitimer cette activité. Voilà, j'arrive déjà pratiquement à la fin, j'ai l'impression de ne pas vous avoir dit suffisamment de choses, mais voilà la démarche que la ressourcerie mène et je me tiens à votre disposition pour toute question que vous auriez. Merci Monsieur Lebert. Donc, est-ce que voilà, il y a des questions? Donc, on l'a dit, des réponses courtes, hein, puisqu'on aura l'occasion de débattre plus avant à la fin de la session. Pour Monsieur Lebert. Écoutez, je veux bien me lancer à nouveau. Donc, je crois que voilà, j'avais envie de poser un petit peu le même type de questions que pour la présentation précédente, peut-être plus sur les freins. Je me doute que la rencontre entre, en fait, plusieurs univers, de l'artisan, de l'industrie, de la R&D, enfin, toute cette hybridation, j'imagine, apporte une grande richesse. Moi, je serais curieuse de savoir quels sont peut-être les principaux freins dans ce type de démarche où voilà, vous créez de nouvelles collaborations qui génèrent des nouvelles économies, mais peut-être est-ce qu'il y a un verrou vraiment principal dans votre démarche? Le principal frein est de pouvoir mettre en relation des artisans et des éléments d'innovation, donc des chercheurs, des ingénieurs. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux mondes ne se connaissent pas, ne se fréquentent pas, et si j'ai une toute petite valeur ajoutée à apporter auprès des artisans, c'est ça, sans être moi-même chercheur ou scientifique, c'est comment réunir ces mondes. Donc, je pense que c'est peut-être l'enthousiasme et l'envie des artisans de s'ouvrir à ce monde-là qui permet de créer ces relations. Mais c'est vrai que la vraie difficulté, c'est ça. Et alors, voilà, peut-être je laisse volontiers la parole, hein, mais peut-être alors une petite question complémentaire. À quoi est-ce qu'il faut, dans justement ce croisement de différents univers, à quoi est-ce qu'il faut être particulièrement attentif, voilà, quand l'artisan finalement rencontre l'innovation ou quand on lui fait toucher du doigt un monde peut-être plus scientifique, à quoi est-ce qu'il faut être particulièrement vigilant? En fait, la plupart du temps, c'est qu'ils peuvent ne pas trouver les mots pour se comprendre. Donc, en fait, il faut être un médiateur entre deux univers et je pense que la chance là, c'est d'aborder un secteur qui est particulièrement agréable. C'est-à-dire que lorsque vous mettez un chercheur aux côtés de Stéphane Perrotte, par exemple, c'est pas désagréable de parler de confiture et de pouvoir même les goûter. Donc ça crée une connivence qui permet d'instaurer un climat qui peut être intéressant. La vraie difficulté aussi dans tout ça, c'est au-delà des chercheurs en lien avec des artisans, c'est de créer aussi des relations entre les chercheurs et entre les artisans. Cette notion d'engagement dans les filières de valorisation s'appuie notamment sur le fait que les confitures fabriquées par Stéphane génèrent des déchets, et ces déchets, qu'est-ce que l'on peut en faire? Et donc, c'est de travailler avec d'autres artisans qui travaillent sur des éléments de valorisation. Donc, c'est des points de rencontre permanents sur chacun des aspects pour légitimer les filières de valorisation. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Lebert. Donc, on va passer la parole à Florent de Salaberry, donc Dromi Garden, avec un effet miroir qu'il va nous expliquer. Merci beaucoup.
juste en plein écran et je suis là. Parfait, merci, bonjour à tous. Moi je suis absolument ravi de partager, d'échanger avec vous pendant ces rencontres du végétal, même si c'est en distanciel. Moi je m'appelle donc Florent de Salaberry, j'ai 47 ans et je suis l'un des cofondateurs et président de cette jeune startup qui s'appelle Dormy Garden. Je vais vous parler de l'importance de la co-construction. Juste d'abord quelques mots peut-être sur notre jeune startup. Dormy Garden, donc décide-moi un jardin en anglais dans le texte. C'est né du constat que beaucoup de particuliers ont un bout de terrain autour de leur maison, mais ne s'en occupent pas vraiment. Et pour ça, en fait, il y a 4 raisons majeures. Ils sont persuadés que c'est très cher d'avoir un beau jardin, ils sont persuadés que ça prend beaucoup de temps, ils n'ont pas des idées, et puis comme ils disent, ils n'ont pas la main verte. Et donc voilà, je vous explique ça juste en introduction pour que vous compreniez un peu plus le contexte de ce que je vous dis juste après. Donc nous, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait utiliser le meilleur du digital et de la technologie accessible actuellement pour leur permettre à tous ces particuliers d'avoir un beau jardin, facile d'entretien et à un prix accessible. Et en fait, nous, on va accompagner nos clients, pour résumer, on va dire, depuis leur envie d'un beau jardin jusqu'au transat. Donc, ils vont d'abord choisir un thème, un style, quelque chose qui va les inspirer. Ensuite, ils vont géolocaliser, ils vont pouvoir mettre un certain nombre de choses sur leur jardin, voir leur jardin en 3 dimensions et se promener dedans, en fait, comme un peu dans un jeu vidéo. Et ensuite, ils vont recevoir chez eux un kit complet, donc livré à domicile, dans lequel il y a tout le nécessaire. Donc, il y a bien sûr tous les végétaux, les outils, les explications, l'amendement organique, le paillage, et puis un élément qui simplifie beaucoup le travail pour eux, c'est ce plan de plantation qui est un peu comme un grand patron en carton biodégradable, qui est à l'échelle qu'on déroule. Il y a la position de chaque végétal qui est marquée dessus, et ils déroulent sur les zones à planter, ils vont planter au travers, et puis ils vont recouvrir ça de paillage de lin, qui est bien sûr aussi fourni. Donc c'est vraiment un kit complet. Et après ça, on va leur envoyer des conseils régulièrement pour entretenir et finalement pour s'approprier leur jardin et pour mieux le comprendre. Les conseils sont basés sur, bien sûr, les végétaux, l'exposition du jardin, sa situation, l'orientation, le climat, enfin bref, l'adresse, tout ce qu'on peut capter en données open source. Et ça va vraiment voilà, leur simplifier la vie. Leur retour, des retours de nos clients, on a eu des premiers clients en 2019, mais beaucoup plus en 2020. Ce retour, il est toujours assez fantastique. Ils disent, ils ont plein de verbatim, donc c'est facile, que c'est beau, que c'est un jeu d'enfant, c'est une expérience géniale, ils la vivent avec des amis ou en famille. Enfin, c'est vraiment un élément important. Voilà, juste en 2 mots pour notre startup. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est deux axes qu'on expérimente, qui créent beaucoup de valeur pour nos clients et puis pour notre startup. Le premier, c'est la co-construction qu'on fait avec les clients. En fait, ce principe de co-construction, c'est pour nous quelque chose qui oriente notre action, mais qui est aussi à la base dans notre réflexion de stratégie. En fait, on avait cette certitude que si notre mission, c'est d'aider les gens à se reconnecter à la nature, c'était de leur rendre les clés de leur jardin pour qu'ils se le réapproprient. Et comme la passation entre les générations s'est pas faite depuis peut-être des dizaines d'années, en fait, il fallait que des éléments de pédagogie prennent le relais. Et pour ça, ça passait pour nous par le plaisir et par l'implication. Et donc, c'était assez évident que nos clients devaient être contributeurs, voire co-constructeurs et partie prenante du projet pour leur jardin. Et donc ça, c'est depuis la conception jusqu'à la réalisation. On s'est un peu inspiré d'un certain nombre de bonnes idées d'IKEA, comme la partie IKEA Cuisine. Et donc, on a ce site web qui permet aux gens, à nos clients, à nos utilisateurs, de remplir d'abord leur usage du jardin, qu'est-ce qu'ils font dans leur jardin, d'y mettre un certain nombre d'éléments de choix, de thèmes, de couleurs, etc. Et puis d'interagir bien sûr avec nous, voir s'ils veulent occuper l'espace un peu différemment, voir des éléments de choix sur les végétaux. Alors bien sûr dans la gamme qu'on avait construite et l'équilibre qu'on propose, mais il y a cet échange-là. Et après, dans le kit qu'ils reçoivent, que je vous ai décrit, qui est complet, c'est vraiment eux qui vont le faire. Et ils sont vraiment en action moteur, tout n'est pas forcément parfait, mais cette étape-là, elle est assez fondamentale pour qu'ils s'approprient les résultats.
C'est vraiment un élément clé. Et leur satisfaction en fait est vachement plus importante. C'est leur jardin, c'est eux qui l'ont réalisé, c'est eux qui l'ont planté. Il y a une vraie fierté. Et en plus de ça, c'est une expérience. D'ailleurs, régulièrement, ils nous la racontent entre ceux qui ont invité des amis pour les aider pendant 2 jours pour faire les plantations, ou ceux qui ont commencé par faire choisir à leurs enfants 1 ou 2 végétales qu'ils voulaient planter. Ça nous a marqué parce que ils nous ont raconté après que les enfants avaient transformé leur rapport au jardin, qui n'était plus une contrainte, même s'ils sont petits et qui courent partout, qui jouent au foot dedans, ils font se mettre à faire plus attention parce qu'ils ont contribué à le faire. Et comme en plus, en 2 jours, à peu près en moyenne, c'est 2 jours pour le faire, ils ont tout de suite, après 2 jours d'effort, un résultat parce qu'il y a le paillage de lin qui donne tout de suite des lignes claires et lisibles, parce qu'il y a quelques grands végétaux en plus des autres, même en plein hiver si les vivaces sont basses. Voilà, tout ça, il y a tout de suite un plaisir et une joie qui d'ailleurs nous partagent en nous envoyant des photos, en nous envoyant des vidéos. C'est toujours voilà, quelque chose d'important. Ce qu'on leur demande aussi d'ailleurs, c'est comme on leur explique qu'on est une jeune start-up, on leur demande de contribuer à ce que nous on offre. Et en fait, ils sont ravis et ils nous renvoient des éléments sur comment nous on peut s'améliorer. Et ça, là encore, améliore leur rapport à ce qu'ils ont réalisé eux-mêmes. Donc c'est vraiment un élément très fort d'appropriation et de satisfaction. Juste une petite parenthèse sur le fait que ça vient aussi de la réflexion qu'on avait en amont. On s'est inspiré d'une méthode qui s'appelle Blue Ocean Strategy, stratégie océan bleu. Je ne vais pas le détailler là, mais si vous avez l'occasion, surtout allez regarder ou voir lire le livre en français ou en anglais d'ailleurs, très inspirant. Ça nous a montré qu'en fait, ce qu'on voulait, c'était absolument pas d'aller s'opposer aux offres existantes, mais qu'au contraire, on voulait amener des gens qui sont pas occupés du jardin, qu'on voulait les amener au jardin, et donc en fait être une offre de plus pour toucher des potentiels clients qui sinon en fait font pas grand chose de leur jardin. Voilà. Le deuxième axe dont je voulais parler en termes de co-construction, c'est plutôt en interne, donc là, tourné côté jeune start-up. Alors, juste pour l'histoire, le siège social, il est à Blois. On a notre associé architecte paysagiste qui est à Arras, responsable commercial à Tours. On a celui qui travaille avec nous sur les gammes végétales, il est à Lille. Les développeurs web sont à Orléans, au village Baïséa, labo. Ceux qui font les algorithmes et la 3D sont à Lyon. Donc, on était déjà répartis un peu partout en France. Et donc, on avait très vite intégré le digital dans la stratégie, mais dans nos méthodes de travail. En particulier, ce qui est typique des startups, ce qu'on appelle la méthode agile, ou méthode Scrum pour la partie vraiment développement web. En fait, le principe de ça est assez simple. C'est on définit quelques fonctionnalités d'un produit, du service ou autre, quelques améliorations. On les met en place en quelques jours ou en quelques semaines et on regarde comment ça réagit, quels sont les retours des utilisateurs. Et ça va nous permettre de réagir. Ça marche, on va plus loin, on développe, on débug, on entérine. Ça marche pas, on passe à autre chose. C'est vraiment quelque chose de très efficace. Et ça nous permet aussi d'impliquer chacun des salariés dans les grandes réflexions, dans les grands sujets. Alors, ça ne veut pas dire quand on dit qu'on les implique dans tous les grands sujets, les grandes orientations, on écoute tout, mais on ne fait pas tout, bien sûr. Mais pour eux, c'est aussi une manière de co-contribuer à ce que la startup est en train de faire. 2 exemples pour ça. On avait le jardin donc en 3D, vous vous promenez dedans comme dans un jeu vidéo, et on a un client qui un jour nous a dit mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le voir dans 5 ans ce que ça donne, est-ce que vous pourriez faire? On s'est dit bah oui, d'un point de vue code pour le coup c'était assez facile, on l'a développé, on a regardé, les clients adoraient ça, et allaient tout de suite regarder, alterner les différentes saisons, et donc on a peaufiné et amélioré ça. Si on avait fait ça en mode cahier des charges, on aurait eu 2 mois de définir les cahiers des charges, 3 mois pour le faire, et ça aurait mené pas très loin. Un autre petit exemple, en fait, juste sur notre outil de CRM, de gestion de la relation client, quand est arrivé le Covid en mars 2020, ça a impacté beaucoup de gens. Nous, on avait toute notre stratégie de commercialisation qui était faite sur l'année 2020, qui était basée sur la rencontre en direct avec le client. On avait un partenariat avec des grandes enseignes, avec des grands magasins, on avait des foires et des salons qui étaient planifiés, des concept stores, enfin bref, tout était fait. Et le 15 mars, tout s'est arrêté. Et en fait, il a donc fallu qu'on change notre manière de faire et qu'on bascule sur des échanges à distance, par mail, par téléphone, par visio et autres, avec tous les utilisateurs et les clients. On n'avait rien pour ça. Et donc, on a décidé de développer notre outil en interne. On a fait un premier proto, 2 semaines. Ensuite, on a amélioré 2 semaines de plus. Et puis, finalement, c'est un outil qu'on améliore régulièrement.
Mais dès le départ, on avait une base et on a pu s'appuyer dessus. Si on était parti sur un mode cahier des charges et pas en méthode agile, on aurait fait un mois de cahier des charges, plusieurs mois pour développer. Mi-juillet, fin juillet, on aurait eu quelque chose et voilà, vous voyez où je veux en venir, on n'aurait pas eu tous les clients qu'on a eu à cette période-là. Voilà. Bon, je vais pas développer plus, mais c'était pour nous important de citer ces deux exemples et de dire qu'en fait, les clients qui co-réalisent leur jardin, ils sont fiers, mais ils contribuent aussi à l'aventure de Romeo Garden. Et les salariés qui, en plus de cette méthode agile, co-contribuent aux choix qu'on fait et aux outils et à la manière dont on répond aux besoins de nos clients. Juste une petite synthèse, donc pour redire en résumé ce que je voulais vous partager, c'était l'importance de la co-création avec les clients. C'est pour eux une expérience qui va être incomparable et qui va les reconnecter à leur jardin. C'est une satisfaction, une propriété, une fierté. C'est aussi idéal pour le bouche à oreille. Et puis, c'est aussi une manière de les satisfaire vraiment. Ils sont moins râleurs finalement après du résultat. Et puis, l'implication des salariés sur la méthode agile et sur leur co-contribution à ce qu'on développe avec l'entreprise. Et puis l'écoute des clients à travers le Lean Startup et le fait d'écouter ce que les clients ont vraiment besoin pour y répondre le mieux possible. Voilà. Et en fait, in fine, c'est bien nos salariés, toute l'équipe et puis les clients qui construisons ensemble cette belle aventure dont l'objectif est d'aider le plus grand nombre à se reconnecter à la nature. Voilà, j'ai fini et s'il y a encore un peu de temps pour les questions-réponses, c'est avec plaisir. Donc, merci Florent de Stalaberry. Oui, alors je rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le chat. Alors, je suis désolée, Béatrice, je n'ai pas grande question de mon côté, donc voilà. Bon, écoutez, allez, je vais, voilà, donc je vais abuser, hein, voilà, ce sera mon privilège. Là, moi, j'ai une question. Hein. Moi, j'étais curieuse de savoir cette expérience de co-construction, comment dire, comment elle agit sur la façon dont vous représentez votre métier, en fait. Parce que là, je pense qu'on voit, au travers de votre présentation, vous nous avez expliqué effectivement la manière dont elle se produit, les impacts qu'elle peut avoir. Mais voilà, moi, je me demandais comment elle change la vision que vous avez de votre métier. Alors c'est une question qui pourrait avoir plein de réponses en fonction de quel métier on regarde. Je vais regarder celui du cofondateur de la startup. En fait, le fait de permettre à chacun de co-contribuer quelque part, c'est aussi faire en sorte que je fasse 1 ou 2 pas de recul et que tout le monde s'implique plus dans la construction. C'est probablement un peu utopiste, mais c'est vraiment cet objectif que chacun amène sa part. Et que ça soit dans le fait de faire un jardin, que ça soit dans le fait de construire une aventure avec une startup, que ça soit dans le fait de satisfaire des clients, que ça soit c'est vraiment le fait de permettre presque à d'autres de prendre la place au fur et à mesure et moi de reculer. Et ça renvoie à mes expériences de manager d'il y a un certain temps, où en fait plus je recule et plus je laisse la place pour les autres, plus tout le monde s'épanouit et tout le monde contribue de manière importante. Alors, merci. Alors, merci pour cette réponse courte. Si effectivement, qu'on pourra certainement, peut-être, si ça intéresse, reposer dans le débat. Je vois sur le chat une méthode assez intéressante, enfin, sur la méthode Lean, comment est-ce qu'on l'a appris aux salariés non développeurs. En fait, c'est par l'expérimentation, c'est-à-dire dans toute la partie de back-office que les développeurs font, le fait de dire, bah voilà, on développe pas tout de suite un truc complet, mais demain on peut te mettre en place ça, tu regardes, tu dis ce que tu en penses, bah, que ça soit côté marketing ou commerciaux, ils ont tout de suite adoré parce que dès le lendemain ou dès 2 jours après, ils avaient un petit truc à regarder et dire, ah oui, mais je le voudrais plutôt comme ça, etc. Et en fait, c'est vraiment l'expérience qui permet d'avancer.
Merci beaucoup. Merci, merci. Donc, je vais passer la parole à Marc Donald, donc, qui va nous expliquer, qui accompagne des producteurs de la filière fruits et légumes. Voilà, on est à nouveau dans l'accompagnement. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez passer mon écran? Donc oui, moi je pense que oui, on voit votre écran, on vous entend. Ok, bon. Très bien. Alors, merci pour nous avoir donné accès à cette tribune. En fait, donc moi, je vais effectivement vous présenter la démarche Demain la Terre, qui est une démarche collective qui a été montée par des producteurs et des transformateurs de fruits et légumes, et qu'aujourd'hui on anime au travers d'un réseau d'entreprises et de producteurs en France et à l'international. Et c'est une démarche de développement durable, une démarche RSE complète que l'on a construite selon les principes de la RSE que je vais vous exposer maintenant. Alors, donc on est parti de quelques constats. Déjà, pour remettre un certain nombre de choses en perspective. Donc la production française de fruits et légumes. Alors vous pouvez être surpris par les dates de publication, mais contrairement à ce qu'on peut penser, les statistiques agricoles ne sont pas mises à jour tous les ans. Donc la production française, les derniers chiffres officiels que l'on a en matière de fruits et légumes donc apparaissent ici. On a un solde négatif. Déjà, le premier des constats, c'est qu'on importe plus que ce qu'on exporte, et on a une production qui est somme toute assez importante. Hein. On est quand même deuxième français en production de fruits, deuxième européen en production de fruits et légumes. On a des consommations de produits qui sont en augmentation. Alors notamment, ça s'est accentué sur cette dernière année avec le contexte sanitaire que l'on connaît. Également, on a un contexte, j'ai envie de dire, des pouvoirs publics qui donne un discours qui va un peu aussi dans le sens de la consommation de fruits et légumes. Alors bon, on connaît tous l'adage manger 5 fruits et légumes par jour. Donc ça, j'ai envie de dire, ça, ce sont des éléments qui sont plutôt, entre guillemets, favorables à ça. Après, on a aussi des éléments qui sont un peu plus compliqués. Voilà, on a une concurrence européenne qui est croissante dans le secteur des fruits et légumes, avec des cadres réglementaires qui sont différents d'un pays à un autre. On a connu les crises économiques successives, dont la dernière de 2008, celle qui s'annonce là actuellement avec lié au contexte sanitaire est quand même s'annonce bien complexe. Ne pas oublier aussi qu'en 2011, on a eu une très forte crise qui s'est portée sur la filière fruits et légumes, qui pourtant a été mise hors de cause. Rappelez-vous les concombres soi-disant porteurs d'Escherichia coli, alors qu'en fait c'était des germes, des pousses germées de soja bio qui avaient été importées, qui étaient porteuses de ça. Et puis, on a un contexte de consommation qui s'oriente de plus en plus vers cette logique de consommer plus durable, consommer plus responsable. Autre élément lié au contexte, les ODD qui ont été cités, rappelés en introduction de cette session. Les 17 ODD qui aujourd'hui sont actifs plus que jamais au niveau de l'ONU et qui les décline dans tous les secteurs économiques et non économiques. Et donc, quand on fait un peu la synthèse de tout ça, les questions qui se sont posées dans la tête de certains producteurs, c'est comment est-ce qu'on peut répondre à cette question de consommer 5 fruits et légumes par jour, comment est-ce qu'on peut donner confiance au consommateur, donner ou redonner ou garder la confiance du consommateur. Comment est-ce qu'on peut traiter les questions de consommation responsable. Et donc, les producteurs se sont mis autour de la table et ont construit une réponse qui aujourd'hui est active depuis 16 ans, un peu plus de 16 ans, et qui s'appelle donc Demain la Terre. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est Demain la Terre? Donc, c'est une démarche, déjà, en termes de structure, nous sommes une association loi 1901 qui regroupe des entreprises de production et de transformation de fruits et légumes, qui souhaitent vraiment aborder cette question d'agriculture responsable, de production responsable
traiter cette question-là en amont, enfin en production, et bien évidemment faire passer le message autant dans les circuits de distribution qu'auprès du consommateur. Donc c'est une association, c'est une démarche reposant sur un cahier des charges, je vais vous détailler ça un peu plus loin, qui donne un cadre, donne un cap en matière de RSE dans la filière, et qui fédère aujourd'hui de plus en plus d'entreprises, de plus en plus de producteurs. On a 24 entreprises, 25 entreprises adhérentes, 450 producteurs répartis partout en France et certains à l'étranger également. Bon, voilà, en volume, ça représente un peu plus de 200 000 tonnes de produits distribués dans tous les circuits de distribution. Alors, la démarche, le label, si on peut appeler ça comme ça, repose sur un référentiel de certification. C'est une démarche volontaire, donc les entreprises qui souhaitent rejoindre la démarche RSE en filière fruits et légumes, c'est sur la base du volontariat, personne ne les y oblige. Et donc ça repose sur un référentiel de certification qui concilie des obligations de moyens et de résultats qui vont tout au-delà de la réglementation en vigueur, un process de contrôle qui a été défini avec un organisme de contrôle indépendant qui va effectuer ces contrôles directement chez les producteurs et dans les entreprises de mise en marché, et puis voilà, un système d'organisation entre soit un producteur indépendant, soit un groupe de producteurs type coopérative ou OP, etc., avec un système de contrôle qui leur est propre. Et donc, le socle de base de la démarche, c'est la logique de progrès. On part d'un point, l'objectif c'est de s'améliorer sur l'approche globale RSE et développement durable au sein de son entreprise. Et vous allez voir qu'on ne parle pas que d'environnement quand on parle de RSE, mais on parle vraiment du volet environnemental, social, sociétal et économique, les trois piliers, les trois fondements du développement durable. Donc, vous retrouvez ici les thématiques qui sont abordées, qui somme toute sont des thématiques assez classiques, j'ai envie de dire, en matière de RSE, mais qui couvrent ces trois enjeux de manière relativement équitable. J'insiste un peu sur ce volet-là parce que les démarches de RSE, malheureusement, quand on entend un peu leur présentation, souvent, en fait, ça se restreint que à certains sujets environnementaux. Or, quand on parle d'une démarche de développement durable, il ne faut pas oublier qu'il y a trois piliers. Voilà, il y a l'environnement, oui, mais il y a aussi le volet social, sociétal et le volet économique. Donc, ne pas les oublier, et ça doit faire partie d'une démarche que l'on peut qualifier de développement durable ou de RSE. Donc, les axes majeurs de notre démarche reposent sur la réduction du recours aux intrants chimiques, bien évidemment, que l'on soit en traitement phyto ou que l'on soit en fertilisation, avec pour perspective de faire disparaître les traces de résidus dans les produits commercialisés. Il y a une logique d'éco-conception basée sur analyse de cycle de vie, réduction de l'impact environnemental, etc. Tout un volet sur la protection de la biodiversité et des pollinisateurs, parce que pollinisateurs en production de fruits et légumes, s'il n'y a pas de pollinisateurs, il ne peut pas y avoir de fruits et légumes. Et voilà, responsabilité sociale et sociétale, donc c'est un petit peu ce que je vous disais juste avant. Et puis, ça va mieux en le disant, mais contrôle et traçabilité à toutes les étapes de production. Bien évidemment, ça doit partir du jeune plant ou du semis et arriver jusqu'au produit fini qui est directement commercialisé auprès du consommateur. Alors, tout ça, c'est bien beau de se gargariser d'une démarche développement durable, etc., mais à un moment donné, il faut être aussi en mesure de pouvoir le prouver et de passer au crible de certaines études qui vont mettre en évidence en fait l'ensemble des engagements qui vont être les nôtres dans le cadre du travail que l'on fait au niveau du référentiel, du travail que font les producteurs pour la mise en œuvre de ce référentiel-là. Donc là, par exemple, vous avez sous les yeux une étude qui a été réalisée par le CTIFL en 2018 et qui, en fait, a permis de mesurer l'ensemble des démarches de certification, de labellisation, de cahier des charges, etc., qui existaient dans la filière fruits et légumes par rapport à la norme internationale de développement durable qui est l'ISO 26000. Et donc, ce qu'il en est ressorti, c'est que effectivement, aujourd'hui, dans la filière fruits et légumes, alors même si l'étude date de 2018, c'est encore le cas aujourd'hui, il se trouve que notre démarche est celle qui couvre le plus les enjeux de développement durable, qui va le plus loin et qui est la plus aboutie. Alors, on est d'autant plus à l'aise de le dire que c'est pas nous qui le disons.
comme on le voit, en fait, ça couvre les 8 enjeux clés, les 8 thèmes centraux de l'ISO 26000. Et on voit que, à des degrés variables, mais tous les enjeux sont couverts. Et on a, alors depuis, bien évidemment, notre démarche a évolué, puisque notre référentiel évolue régulièrement. Justement, on se nourrit aussi de ce genre d'études pour pouvoir identifier les pistes de progrès de notre démarche. Et voilà, et aujourd'hui, on couvre encore plus d'enjeux relatifs au développement durable sur les 3 piliers, donc environnement, social et économique. Comment ? Il y a quelqu'un qui a posé une question ? Je pense, Monsieur Denel, qu'il y a un micro qui ne doit pas être fermé. Et ok, je pensais que c'était quelqu'un qui... Non, je suis désolée. Okay. Non, pas de souci. Donc pour aller un petit peu plus loin, donc on travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est suivi d'indicateurs au niveau des exploitations et au niveau des entreprises. Ça nous permet d'avoir un suivi fin de ce qui se passe au niveau macro par rapport à la démarche et de pouvoir activer certains leviers pour accentuer certaines actions par rapport à d'autres d'une année sur l'autre. Donc ça nous donne vraiment, nous aussi, une vision de progrès par rapport à ce que font nos adhérents sur le terrain. Donc là, typiquement, voilà, bon, là c'est des questions sur les surfaces de biodiversité dans les exploitations, une mesure d'indicateurs sociaux par rapport à tout ce qui est salariat, emploi saisonnier, emploi permanent, pérennisation des postes, etc., fidélisation des salariés. La question de tout ce qui est solidarité alimentaire, qui fait partie des enjeux forts quand on parle de RSE dans les filières alimentaires. Bien évidemment, il y a une logique de solidarité alimentaire qui est vraiment importante pour nous, en tout cas, etc., etc. Enfin voilà, bon, je vais pas être trop long non plus sur ces sujets-là parce qu'il y a beaucoup d'actions, on pourrait parler de beaucoup de choses qui sont faites dans l'ensemble de nos entreprises sur des sujets qui sont très larges et très variables. Mais en tout cas, voilà, c'est autant d'indicateurs, autant de sujets que l'on suit de manière à la fois individuelle, entreprise par entreprise, et consolidée à l'échelle de l'ensemble de nos adhérents pour vraiment avoir un pilotage le plus fin possible sur ces sujets-là. Je terminerai sur la question de la gouvernance en fait que l'on a mise en place pour piloter cette démarche-là. Donc, on travaille avec des référents dans les entreprises qui sont nos interlocuteurs quotidiens. Comme vous pouvez le voir, alors bon, hormis les dirigeants qui eux sont plutôt transverses au sujet, mais après les référents sont plutôt par enjeu du développement durable, donc technique sur le volet environnement, marketing, commerce sur le volet plutôt économique, ressources humaines sur le volet plutôt social, et ça permet en fait de pouvoir avoir des groupes de travail, de réflexion. On va beaucoup dans les entreprises, alors malheureusement plus trop depuis un an, mais on va beaucoup dans les entreprises pour voir comment chacun met en œuvre différents sujets, comment chacun répond aux différents enjeux. Et donc voilà, ça crée aussi des temps d'échange vraiment riches et vraiment importants. On a instauré aussi un système de contrôle de la démarche, donc qui est fait par des organismes indépendants directement sur le terrain. Et puis on a instauré un comité de contrôle qui est un comité de personnes complètement externes à la fois à l'association et aux entreprises et qui permet c'est vraiment notre tour de contrôle, quoi. Ils sont vraiment là pour à la fois valider et faire évoluer le référentiel, valider les contrôles externes, les audits qui sont faits dans les entreprises et voilà, et tirer la sonnette d'alarme quand il y a des indicateurs qui partent plutôt à la baisse alors que ça devrait être plutôt l'inverse. Et j'en conclus sur le volet partenarial et réseau global dans lequel on s'insère. Alors bon, pareil, je vais pas vous faire une liste à la Prévert de l'ensemble des partenaires et des structures avec lesquelles on travaille, mais simplement vous indiquer que on a beaucoup travaillé aussi sur le réseau institutionnel qui nous permet de pouvoir raccrocher en fait certaines de nos actions dans le cadre de programmes publics, que l'on soit sur des programmes techniques ou sur des programmes financiers. Ça permet de pouvoir alimenter aussi tout le travail qu'on fait et de donner aussi une certaine crédibilité, une certaine légitimité par rapport à tous les travaux qu'on mène dans le cadre de notre démarche. Et dernier point,
toujours dans une logique d'échange, dans une logique de partage, dans une logique de travailler collectivement en fait sur un sujet qui nous est commun. On a constitué un collectif avec d'autres démarches similaires à la nôtre dans d'autres filières qui a vocation à donner un cadre en fait à ce que l'on qualifie aujourd'hui un peu à tort et à travers de troisième voie en production. Et faire en sorte qu'on ait des critères communs, qu'on ait un dialogue commun, qu'on ait un vocable commun, déjà dans un premier temps en B2B, peut-être demain en B2C, mais déjà en B2B pour arriver à donner un cadre qui soit le plus clair possible, le plus intelligible possible, et surtout arrêter que ça parte un peu dans tous les sens avec des allégations et des démarches qui ne sont pas réellement celles que l'on peut qualifier de développement durable. Voilà, j'espère avoir été clair et synthétique. Je réponds à toutes vos questions, n'hésitez pas si vous en avez. Merci, Monsieur Denal. Alors, oui. Alors, on a une petite question de la part de Mme Maillard. Donc, la question étant celle-ci, comment la RSE change-t-elle pour votre cas la manière de voir les ressources en compétences humaines ? Le fait de travailler ensemble en interne dans une entreprise et entre entreprises partenaires notamment, par exemple quand il y a une évolution des parcours professionnels, des responsabilités, le respect des individus, etc. Comment est-ce que c'est inclus? Alors, comment ça change? En fait, ce que l'on constate dans beaucoup de nos entreprises adhérentes, c'est que c'était des choses qu'ils faisaient en partie ou en grande ligne, mais ils ne raccrochaient pas forcément ça à une démarche de RSE. Donc ça permet de donner aussi un cadre de compréhension des actions que mène l'entreprise. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, l'évolution des ressources humaines et l'évolution des compétences fait partie pleinement de la démarche. Et puis, il y a aussi tout un volet d'exploration de nouvelles compétences, de développement de nouvelles compétences, et il y a tout un volet insertion aussi qui est vraiment important. De l'insertion, alors pris au sens très large, ça peut être des jeunes, ça peut être des moins jeunes, ça peut être de la reconversion professionnelle, ça peut être de l'accompagnement à l'emploi, ça peut être des personnes en situation de handicap, ça peut être des personnes en situation de maladie. On a des entreprises qui ont des personnes qui sont malades de longue durée dans les entreprises et qui ont souhaité les accompagner au travers de ça, donc qui ont aménagé les postes, qui ont aménagé les temps de travail, qui ont aménagé les tâches qui leur sont assignées, etc. Il y a aussi tout un volet, l'accompagnement sur les risques psychosociaux, qui malheureusement n'est pas rare dans le milieu agricole. Ce n'est pas une stigmatisation que je suis en train de donner là, c'est une réalité. Et donc il y a tout un volet aussi d'accompagnement par rapport à ça. Et l'idée, c'est toujours de garder l'humain comme étant un peu au centre des réflexions. On produit, oui, on produit pour vendre, oui, on produit pour que l'entreprise gagne de l'argent, oui, mais il faut quand même pas oublier que qu'est-ce qui permet de produire, qu'est-ce qui permet de commercialiser, qu'est-ce qui permet de faire un produit de qualité, c'est l'humain. Donc c'est vraiment si on a donné autant de place au volet social dans la démarche, c'est parce que selon nous, et puis c'est une réalité, enfin, on peut pas mettre de côté le volet humain et le volet compétences pour arriver à avoir une entreprise qui tourne et avoir des produits de qualité en matière de production. J'espère que c'était le sens de la question et j'espère y avoir répondu. Merci beaucoup. Donc, on va avoir l'occasion de continuer, de prolonger cette discussion dans le débat. Je vais passer tout de suite la parole à Monsieur Berg, à Eric Berg, s'il veut bien partager son écran pour sa présentation. Merci. On va y aller. On va y aller. Vous ne voyez peut-être pas là tout de suite. Alors, pour l'instant, on voit votre écran. Et vous voyez quoi sur mon écran? Voilà, on voit votre présentation. Il y a toujours un petit décalage. Hein, il faut. D'accord, pardon. Excusez-moi. Bien. Donc c'est bon, je peux y aller? Je vous en prie. Très bien. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler
d'un sujet qui est souvent sous le feu de l'actualité, qui est le plastique, avec le focus qui est le secteur dans lequel nous travaillons, qui est l'horticulture ornementale notamment. Je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle Hortitrace, qui est une société spécialisée dans l'univers de la logistique et plus particulièrement dans l'univers de ce qu'on appelle la reverse logistique des emballages. C'est-à-dire que notre métier à nous, c'est de permettre à nos clients de quitter les emballages perdus, de quitter les emballages qu'ils soient en bois, en plastique, mais qui ont vocation à devenir des déchets, et de les aider par un service logistique que l'on espère performant, à passer à des emballages conçus pour être multi-rotation. Donc, nous travaillons de manière historique et majoritaire dans l'horticulture, également dans le maraîchage, et depuis quelques années également dans le monde industriel. Le plastique jetable, c'est, comme je l'ai titré pour ce petit speech, un enjeu pour l'horticulture ornementale, dans la mesure où le plastique est encore très présent dans l'horticulture, à différents niveaux, on va le voir, et que j'ai la conviction, et mon équipe et mes associés avec moi, que le temps commence à être compté pour trouver des modes alternatifs de fonctionnement dans cette filière. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui une triple pression, une pression sociétale et environnementale. On en est tous conscients si on lit un peu la presse ou si on écoute un peu les médias. Il ne se passe pas de semaine sans qu'on ait un reportage, sans qu'on ait une actu, sans qu'on ait une info sur la pollution au plastique, que ce soit la pollution massive, la pollution aux microparticules, les plastiques dans les décharges sauvages, les plastiques dans l'eau. Les plastiques sont partout et sous le feu des critiques, avec bon sens, s'entend. Le consommateur s'est approprié, et lui aussi a raison, ce sujet, et on peut ressentir, et notamment les gens qui sont au contact du consommateur dans les magasins, dans les jardineries, ressentent de plus en plus que cette pression du consommateur, elle est forte. Elle est dans nos métiers, et c'est le prisme de mon intervention, mais elle est totalement transversale. Aujourd'hui, le consommateur fait, pour une part, la chasse au plastique, et la chasse au plastique inutile, quelle que soit la filière, quel que soit le produit. Il n'y a évidemment aucune raison pour que dans l'univers de l'horticulture ornementale, le consommateur ait un fonctionnement et des réflexes et des demandes différentes. Donc la pression est croissante et ne va faire qu'augmenter dans l'œil du consommateur final. En corollaire de ça, l'obligation légale et réglementaire, elle est elle aussi en hausse. Elle touche filière après filière un nombre important de métiers qui étaient consommateurs de plastique, et notamment de plastique jetable. On l'a vu avec l'univers des vaisselles, de la vaisselle de consommation temporaire, des gobelets, etc. Alors évidemment, la crise sanitaire a ramené, et on peut finalement le regretter, mais on peut aussi le comprendre, a ramené l'utilisation d'un certain nombre de plastiques pour des questions d'usage unique, pour des questions de protection des consommateurs. Mais si, comme on l'espère tous, la crise a une fin, il est fort à parier effectivement qu'on va en revenir à une chasse au plastique, et que les obligations réglementaires vont repartir à la hausse. Ce qui veut dire aussi que filière après filière, on le voit, il y a eu quand le monde de la vaisselle jetable a été concerné, les filières ont un temps pour réagir. Quand elles estiment que c'est un peu trop court, elles font ce qu'il faut auprès des pouvoirs publics pour avoir un petit temps de répit. Mais de toute façon, quand il commence à y avoir l'arrivée de l'obligation, ce n'est qu'une question de répit. Ça veut dire qu'il faut se mettre en marche, il faut se mettre en ordre de bataille pour trouver des solutions alternatives. Et la filière horticole, avec en plus des contraintes de saisonnalité, des contraintes de temps plus ou moins long par rapport au cycle de culture, doit vraiment faire attention à sa capacité de réaction et à sa capacité de temps d'adaptation face à une obligation réglementaire et légale qui va se faire de plus en plus forte. J'ajoute que sur la question du végétal, on peut même dire, et je reviens au deuxième point sur la pression du consommateur, c'est qu'à un moment donné,
il va se faire, s'il ne se fait pas déjà, un conflit d'image entre le produit végétal sur lequel le consommateur vient chercher un petit surcroît de nature, voire un petit symbole de nature dans son environnement, et la présence de plastique qui va être vue au contraire comme une source de pollution. Et donc les deux images véhiculées par le produit vont à un moment donné se tamponner et on peut craindre que ce soit en sa défaveur. Alors, dans l'univers dont on parle, donc l'horticulture ornementale, on a principalement, des sujets annexes, mais on a principalement 3 familles de produits en plastique. Les pots, bien sûr, les chromos, ce qu'on appelle les chromos, les étiquettes plastiques qui servent d'information, qui servent parfois de support de prix ou très souvent de support du GENCODE. Et puis, il y a un troisième sujet, et c'est celui qui sera au cœur de mon intervention. Il y a ce qu'on appelle les plaques. Alors, les plaques, elles ont la particularité d'être assez peu connues du consommateur, parce que les plaques, en fait, sont comme son l'indique, les plaques de transport, sont les objets en plastique dans lesquels viennent se mettre les pots et qui servent à transporter les plantes et qui constituent une quantité très importante des plastiques produits dans la filière. Alors pour ces trois familles de plastiques, on a des pistes de solutions différentes pour lutter. On peut les supprimer, on peut avoir des réflexions pour se dire comment faire pour qu'il n'y ait pas de pot, comment faire pour que l'étiquette, que le support d'information ou support de prix soit différent, comment faire pour que la plante ne soit pas cultivée du tout dans le plastique. Ça, c'est une des démarches qui existe aujourd'hui dans la famille des plantes en pot, alors notamment dans la famille des plantes en pot de petit litrage, plants maraîchers, plantes à massifs fleuris notamment, les plantes qui sont destinées à être replantées. Là, il y a des réflexions sur des matériaux alternatifs au plastique avec des produits qui remplacent le pot et qui vont être soit compostables, soit recyclables, voire qui éliminent complètement le pot et sont à base de papier, à base de bois, et permettent tout simplement d'être plantés avec la plante. Donc, première piste sur laquelle travaillent un certain nombre d'industriels et avec eux les producteurs horticoles, c'est s'affranchir notamment du pot de la plante. Le deuxième sujet, il est classique, entre guillemets, c'est recycler les pots une fois qu'ils sont rendus chez le consommateur, de pouvoir faire en sorte que des filières les récupèrent, notamment au travers des filières existantes de recyclage des déchets ménagers. Alors, je dirais ces deux solutions-là sont intéressantes, sont travaillées. Supprimer, on sait que ça pourra concerner aujourd'hui un certain nombre de familles de produits et de plantes, mais pas l'intégralité. Dès qu'on est sur des plantes de cycle plus long, il n'y a pas aujourd'hui de solution totalement satisfaisante. Le recyclage, on sait déjà que dans les produits à recycler, dans les déchets ménagers à recycler, la France n'est pas ultra performante dans son taux de recyclage, puisqu'on avoisine, je crois, et encore difficilement les 20% environ. Donc, ces deux solutions-là sont à travailler. Elles concernent essentiellement les pots et les chromos, les pots et les étiquettes. Il y a une troisième piste de solution qu'il ne faut jamais sous-estimer, c'est le réemploi, c'est la réutilisation. Et nous, par rapport à notre métier logistique, il nous apparaît que pour les plaques, et notamment pour une partie d'entre elles, la question de la réutilisation se doit d'être étudiée. La réutilisation, c'est une façon de réduire le déchet, puisque au lieu de faire un voyage, on va en faire plusieurs, voire plusieurs dizaines au produit, et de pouvoir rentrer dans quelque chose de vertueux de sa conception jusqu'à son utilisation finale. Alors les plaques horticoles, on le redit, ce sont donc ces plaques qui servent à transporter les plantes. Alors, qu'est-ce qu'elles ont comme point clé, comme particularité? Donc on place les plantes en pot dedans et on les met sur les rôles ou sur les palettes ou dans les cartons qui vont être acheminés vers les magasins. Elles vont
leur circuit est relativement court, puisqu'elles vont du producteur au magasin, avec une étape intermédiaire de grossiste ou de plateforme au milieu, mais leur circuit logistique est très très court. Elles ne vont pas chez le consommateur, de façon ultra marginale, mais globalement, elles ne sont pas faites pour ça. Et dans une très écrasante majorité, elles restent dans les magasins où elles représentent un déchet important en volume et avec la particularité aujourd'hui d'être une grande disparité de produits, de types de plaques, qui est liée à la très grande multiplicité des types de pots. Donc les deux produits, les deux sujets sont liés. La variabilité des types de pots induit forcément le grand nombre de disparités de plaques. Alors un autre avenir est possible, c'est-à-dire faire en sorte que ces plaques ne soient plus des plaques destinées à être des déchets, ne soient plus des emballages à usage unique et des emballages jetables, et faire rentrer ces plaques dans une boucle de réemploi intégrant des filières logistiques qui permettent de les rapatrier du magasin jusqu'au producteur. Il y a plusieurs conditions, il y a plusieurs prérequis sur lesquels il est nécessaire de travailler dans cette direction. Le premier, c'est d'accepter la standardisation. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on fait face à une disparité de produits et de produits plaques très important. C'est clair que si on veut rentrer dans une boucle performante en termes logistiques, il faut, comme c'est le cas sur les rolls, sur les palettes, sur un certain nombre de caisses également dans le monde du maraîchage, il faut accepter d'aller vers une standardisation qui serait possible, notamment sur les grandes familles de taille de pots qui eux-mêmes ont quand même une place importante dans la filière. Donc si on considère les 2 ou 3 tailles de pots qui représentent une part importante des références de plantes, cette standardisation s'avère possible. Le corollaire pourrait être, puisqu'il y a des pays dans lesquels il existe une part beaucoup plus importante que chez nous de plaques réutilisables, eh bien, c'est de s'intéresser au modèle existant. Je crois que comme dans beaucoup de sujets, la première vertu, c'est souvent de ne pas réinventer quelque chose qui existe et qui fonctionne ailleurs. Donc là, il n'y a pas de mal à s'inspirer et au contraire, à venir apporter du volume, puisque dans ce genre de sujet, sous l'angle logistique, on est bien dans des besoins de massification et de mutualisation. Donc il y a aujourd'hui des types de plaques qui existent pour faire des sujets de multirotation dans d'autres pays, notamment dans les pays d'Europe du Nord. Donc je pense qu'une des voies serait de voir comment les intégrer à nos flux nationaux. Bien évidemment, à partir du moment où un produit devient un produit multirotation, il se doit d'être soumis à des règles du jeu et à un fonctionnement logistique entre producteurs, distributeurs et distributeurs et producteurs pour remonter la chaîne, avec le fait que, et là c'est notre métier, mais ces produits pourraient bénéficier du fait que des boucles existent déjà pour gérer le retour d'un certain nombre d'emballages, dont les rolls, dont certaines palettes, et que les plaques pourraient tout à fait trouver leur place en venant compléter des flux préexistants. Donc pour une bonne partie, il n'y a pas de flux particulier à mettre en œuvre. En plus, on est sur des produits peu pondéreux, donc il pourrait tout à fait venir optimiser des mouvements de reverse logistique entre magasins et producteurs en s'intégrant dans des flux préexistants. Donc ça, c'est une réflexion qui est importante parce que c'est vrai qu'entre recyclage et réemploi, bien souvent, un des points d'achoppement, c'est de savoir s'il existe déjà une filière ou si au contraire, il faut créer une boucle de logistique et de transport. C'est clair que quand on peut s'intégrer dans une boucle existante, forcément, on va écraser non seulement un certain nombre de coûts, mais on va venir écraser également une consommation carbone et une dimension environnementale qui va se trouver au contraire renforcée par la massification de ces flux. Excusez-moi, Monsieur Berge, je crois que je vais vous demander de conclure parce que voilà, on approche. Oui, on a un petit peu de retard, mais on approche. Non, mais je vais conclure. C'est l'avant-dernier slide avant les remerciements. Donc, avec ces réserves-là,
J'ai un peu peur d'avoir paru simple parce que finalement, je crois que le sujet techniquement est simple et c'est peut-être ce que j'ai voulu montrer. Les plaques peuvent aujourd'hui, tout comme le sont les rôles dans la filière ornementale, peuvent être gérés comme des matériels multirotation. Étant dans une boucle logistique, d'ailleurs, on pourra aussi beaucoup mieux régler le problème des plaques en fin de vie, puisqu'elles seront dans une boucle et que le passage sur les lieux de regroupement et de massification pourront permettre d'éliminer les défectueuses et donc de les passer en circuit de recyclage plus facilement. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on est sur un sujet, et je vais effectivement conclure, on est sur un sujet que nous connaissons sur d'autres métiers, encore une fois, des rôles, des caisses, des palettes, sur lesquels des boucles existent. Et je crois que ce sujet des plaques, contrairement aux pots qui resteront toujours sur une optimisation par le recyclage, je pense que les plaques peuvent trouver leur optimisation par le réemploi et intégrer donc une performance globale, qui est l'autre appellation du développement durable, et intégrer des boucles qui permettent de les rendre, si ce n'est vertueuses, du moins beaucoup plus neutres et beaucoup plus indolores d'un point de vue environnemental, tout en gardant leur performance logistique pour les producteurs comme pour les distributeurs. Voilà, j'ai terminé. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je suis désolée pour le retard, hein. Voilà. Alors, rapide question avant de donner la parole du coup à Madame Le Gall. Donc, une question de Madame Maillard. En quoi est-ce que la reverse logistique change-t-elle le cas échéant les métiers et les compétences? Donc, on rejoint en fait au niveau des ressources logistiques la question des ressources humaines et compétences. En fait, elle change deux choses en termes de ressources et de compétences, entre guillemets, c'est qu'elle donne, elle nécessite, et nous c'est notre quotidien, elle nécessite la mise en œuvre de techniques au niveau de la gestion des données beaucoup plus importantes, parce qu'effectivement, il faut tracer ces emballages, il faut savoir où ils sont, il faut tracer le flux retour et optimiser les stocks de ces matériels. Donc, premièrement, de la ressource et de la compétence sur tout ce qui est gestion des données. Ça, c'est le point clé. Et c'est vrai qu'on le voit dans nos entreprises, ou du moins dans la mienne, nous avons clairement des ressources et de plus en plus de ressources avec des profils de jeunes formés, notamment sur la question de la gestion des données. Merci. Donc, excusez-nous, on a pris un petit peu de retard. Donc, Noémie Bernard Le Gall. Non, c'est moi qui. Noémie Bernard Le Gall, c'est vous. Merci beaucoup. Voilà, donc normalement, vous devez voir mon écran en plein écran. Oui, tout à fait. Parfait, merci. Bon, je vais essayer de faire concis pour ne pas ajouter trop de retard et ne pas trop empiéter sur le débat final. Donc, Noémie Bernard Le Gall, je suis chargée de projet européen à l'ACTA. Et en plus des projets européens sur lesquels je travaille, j'anime également le réseau mixte technologique Nexus que je vous présente aujourd'hui dans le cadre de cette intervention. Donc, alors, il y a un petit souci de passage de diapositive apparemment. Ok, ben on va faire comme ça, c'est pas grave. Donc du coup, je vais vous présenter les objectifs généraux et les partenaires du RMT. Tout d'abord, je vais commencer par ces objectifs généraux. Et avant de commencer la présentation du RMT, je vais vous proposer quelques petites définitions donc, que nous utilisons en fait dans le cadre des travaux de Nexus. Donc la première définition concerne l'agriculture numérique. Ça sera important pour la suite des échanges. Donc ce qu'on définit comme agriculture numérique au sein du réseau Nexus, c'est la convergence de l'agriculture et des technologies de l'information pour, tout au long de la chaîne de valeur, améliorer la productivité et répondre aux attentes environnementales et sociétales. Et donc, du coup, de cette définition de l'agriculture numérique découle une définition des solutions numériques agricoles, ou ce qu'on appelle solutions numériques agricoles. Donc, c'est à la fois des systèmes de gestion de l'information comme des outils de collecte, de traitement ou de stockage des données qui aident au pilotage des exploitations agricoles. Ces solutions numériques agricoles concernent également les solutions d'agriculture de précision, donc les outils de gestion de variabilité spatiale et temporelle qui améliorent les performances économiques et environnementales des exploitations. Et enfin, l'automatisation de l'agriculture et la robotique sont également des solutions numériques agricoles qui permettent une mise en pratique de la robotique, de contrôle automatique et de techniques d'intelligence artificielle dans la production agricole. Donc ça, c'était un peu les prérequis pour planter les discussions à suivre. Concernant le réseau mixte technologique Nexus, donc un réseau mixte technologique qui vient d'être labellisé depuis janvier 2021
pour une durée de 5 ans, donc jusqu'en 2025. Tout d'abord, Nexus, donc c'est un acronyme pour numérique agricole pour l'enseignement, l'expérimentation et les usages de l'agriculture numérique. Donc, on verra que cette définition est reprise en fait au cours de 4 axes de travail qui constituent le RMT. Et l'objectif principal du RMT Nexus, c'est de booster l'appropriation des technologies numériques en agriculture en fédérant un large réseau d'acteurs et de la recherche, du développement et de la formation. Je vous détaillerai un petit peu les membres qui composent ce réseau juste après. Alors, pourquoi booster l'appropriation des technologies numériques? Alors, en fait, l'idée derrière le RMT Nexus, c'est celle que le numérique agricole peut être un soutien à la transition agroécologique de toutes les agricultures. Donc, ce constat part de plusieurs idées. Donc, tout d'abord, le fait que le développement de technologies numériques permet une connaissance plus fine des exploitations agricoles, ce qui va finalement permettre de réaliser des diagnostics de fonctionnement et de produire autrement en repensant les systèmes de production ou en les basant sur une utilisation plus optimale des ressources. Ensuite, un autre constat était celui que les capteurs connectés, les outils de la décision ou d'autres outils en fait basés sur des modèles de données permettaient d'adapter l'usage d'intrants aux besoins des systèmes de production et donc finalement de préserver les ressources sur lesquelles notre système de production s'appuie de façon générale. Ensuite, il y a un troisième constat qui est celui que le numérique permet de répondre à une demande sociétale, d'engager l'agriculture vers des nouveaux modèles de croissance. Et ces nouveaux modèles de croissance impliquent notamment une réduction de l'utilisation de produits comme les phytosanitaires ou les antibiotiques, également de participer à l'atténuation du changement climatique et de produire une alimentation saine et de qualité, comme on a pu le voir dans les présentations précédentes. Et finalement, le dernier constat qu'on a fait au moment du montage du projet, c'était le fait que la réussite des projets agroécologiques grâce aux outils numériques passait forcément par un besoin en formation et auprès des agriculteurs et des conseillers agricoles et un besoin en formation assez général, comme on le verra juste après. Donc, pour rentrer un petit peu plus en détail sur la structuration du RMT et l'organisation de ces travaux, donc je vous parlais tout à l'heure du réseau de partenaires qui constitue le RMT Nexus. On a 54 organismes qui sont appliqués dans le RMT. Ces organismes sont de nature variée, donc on a des instituts techniques agricoles forcément, des instituts de recherche, des établissements d'enseignement supérieur et technique, un bon nombre de chambres d'agriculture, d'autres organisations agricoles qui peuvent être notamment des associations, et 4 partenaires européens qui permettent de donner une autre dimension aux travaux du RMT et de les relayer à plus grande échelle. Alors, ça, c'était la présentation des partenaires du RMT. Maintenant, je vais vous détailler un peu plus les axes de travail, ce qui va être le cœur en fait, des travaux du RMT pour ces 5 ans de labellisation. Les travaux sont découpés en 4 axes. Le premier, l'axe 1, veille et recherche partenariale, l'axe que j'anime au titre de l'ACTA. C'est un axe qui a pour objectif d'assembler et de fédérer les travaux de veille scientifiques et technologiques sur l'agriculture numérique. À travers ces travaux de veille, l'objectif, c'est de favoriser les échanges entre les experts et les usagers et de construire un vocabulaire commun qui va aider au montage de projets de R&D ou à la réalisation d'études prospectives. On passera un petit peu dans le détail des actions de chaque axe juste après, donc c'est pour ça que je reste assez général pour l'instant. Ensuite, on a un deuxième axe qui porte sur les méthodes d'évaluation des solutions numériques. C'est un axe qui est animé par Arvalis, l'Institut du végétal. L'idée, c'est de développer une démarche méthodo qui va être générique et qui va permettre d'évaluer les potentialités des solutions numériques matures pour mettre ces solutions au service de toutes les agricultures et de tous les métiers de l'expérimentation. On a un troisième axe qui guide les travaux du RMT. C'est un axe centré autour de la formation qui est animé par Jérôme Steff de Bordeaux Sens Agro. Et l'idée de cet axe centré sur la formation, c'est de créer finalement un centre de ressources qui sera dédié à l'enseignement, donc à l'enseignement à la fois supérieur et continu en agriculture numérique et de permettre en fait de renforcer ces liens entre enseignement technique et supérieur et d'assurer une meilleure appropriation des outils numériques à la fois par les professionnels de la filière, de la formation continue et de la formation initiale. Et enfin, le dernier axe qui porte les travaux du RMT, c'est l'axe 4, celui qui s'appelle Conseil et transfert et qui est animé par l'APCA. Et cet axe 4, il a pour objectif d'accompagner le changement des pratiques dans le contexte de la transition numérique et agroécologique.
Et pour ça, l'objectif, c'est de comprendre les usages et de concevoir des nouvelles solutions avec les utilisateurs pour appréhender les nouvelles orientations des métiers, donc à la fois des métiers de conseiller, du métier d'agriculteur et des autres métiers qui peuvent être impactés par cette transition numérique en agriculture. Donc, c'était la présentation un peu générale des objectifs à 5 ans des 4 axes de travail du RMT. Je vais rentrer un peu plus dans le détail des actions sur chaque axe. Donc, encore une fois, je vous rappelle juste que le RMT vient d'être lancé. Hein, il a été labellisé en janvier 2021. Donc, on est vraiment au tout début des travaux. Là, je vous parle plutôt pour fixer les objectifs à long terme, on va dire. Donc, on va commencer d'abord par l'axe 1, donc celui que j'anime pour l'ACTA, l'axe de veille et de recherche partenariale. C'est un axe qui est centré autour de 3 actions. La première a pour objectif de structurer les travaux de veille et de leur donner une plus grande visibilité. Derrière structurer les travaux de veille, on entend plusieurs produits, en fait, à la fois la production d'un fil de veille donc, qui sera partagé sur les réseaux du RMT, sur son site internet, comme on peut le voir par ailleurs, et à la fois la création d'outils, de supports, en fait, qui peuvent permettre de structurer un peu plus la veille autour de l'agriculture numérique. Ces outils, ça peuvent être de plusieurs natures. Donc, on a notamment imaginé de créer un index du numérique agricole qui en recenserait toutes les innovations et les technologies. Et cet index pourrait être couplé à une cartographie des compétences et des infrastructures d'expérimentation des technologies numériques agricoles. Et bien sûr, derrière ce travail de cartographie sera également lié à un travail autour de la sémantique et donc un travail autour d'un thésaurus de l'agriculture numérique, puisque c'est des termes qui sont encore souvent à définir, à travailler, ou du moins à définir un accord autour de ces termes. On a 2 autres actions dans l'axe 1, je rentre un petit peu moins dans le détail, une action qui vise à favoriser le montage de projets R&D partenariaux, donc notamment en mettant en place des groupes de travail, en diffusant des appels à projets et en mettant en place un comité de labellisation. Et une dernière action qui vise à explorer les fronts des sciences et des technologies émergentes, donc à la fois en proposant des stages, des thèses, en mettant en place des séminaires et des rencontres, et finalement en aboutissant à la réalisation d'études prospectives. Ça, ce sera plutôt dans la suite des travaux du RMT. Pour l'axe 2, donc du coup, je vais me faire la porte-parole d'Arvalis pour cet axe-là. Donc, c'est un axe qui vise à établir des méthodes d'évaluation autour des solutions numériques agricoles. Donc, c'est pour des solutions plutôt matures. On se situe sur des niveaux de TRL compris entre 6 et 9. C'est encore un axe qui se décline en 3 actions. Donc, une première action qui vise à évaluer les potentialités des solutions numériques matures et d'évaluer en fait leurs écarts, l'écart entre les usages et les impacts de ces solutions. Donc pour ça, l'idée c'est de créer en fait, de favoriser les échanges d'expériences entre évaluateurs qui réalisent déjà de l'évaluation sur les solutions numériques, mais également de diffuser des enquêtes auprès des usagers de ces solutions et des constructeurs de ces solutions pour lister les différents critères qui sont importants pour l'évaluation des solutions numériques. Et finalement, l'objectif, ça sera de proposer des méthodes et des grilles d'évaluation en se basant sur quelques cas d'usage pour aboutir à la rédaction d'un guide méthodologique à destination des expérimentateurs au sens large. Donc ça, c'est la première action de cet axe 2. On en a 2 autres. Une autre qui est de fédérer les réseaux d'expérimentation des solutions numériques. Donc notamment, on a plusieurs réseaux qui sont membres de Nexus. L'idée, c'est de les référencer, d'organiser des journées communes et de permettre de réaliser finalement des tests en commun qui pourraient impliquer différentes stations expérimentales, différentes fermes. Et on a une dernière action, celle de mutualiser et de diffuser les méthodes. Donc là, c'est très en lien avec le guide méthodologique. L'idée, c'est de le diffuser largement en participant à des colloques et des conférences pour promouvoir le travail réalisé et de construire des supports de formation à destination des expérimentateurs, des documents pédagogiques qui permettront de s'approprier les méthodes d'évaluation définies par ailleurs. Alors, je vais passer au 3e axe rapidement pour respecter le timing. L'axe formation, donc animé par Bordeaux Sciences Agro, c'est un axe qui comporte 2 actions principales. Une première qui vise à alimenter un centre de ressources pour former les générations futures à l'agriculture numérique. Donc là, l'idée, c'est de mettre à disposition des ressources auprès du réseau de partenaires.
et une deuxième action qui vise à améliorer la communication sur l'offre de formation continue et à favoriser l'encapacitation des utilisateurs finaux et des prescripteurs au potentiel des nouvelles technologies. Donc là encore, c'est une action de référencement et de diffusion de communication en fait autour de la formation et de mise en place d'un forum d'utilisateurs qui permettra les retours d'expérience des utilisateurs de ces dispositifs numériques d'un point de vue formation. Et enfin, le dernier axe du RMT qui s'intitule Conseil et transfert et qui est animé par l'APCA se décline également en trois actions. En trois actions, pardon. Donc la première qui vise à rendre la transition numérique accessible au plus grand nombre. Donc là encore, c'est du partage de pratiques et de la création d'interactions entre membres du RMT pour proposer un appui aux agriculteurs néophytes sur le sujet du numérique et permettre leur meilleure compréhension du sujet. Et l'idée, c'est de diffuser les réalisations du RMT à un public assez large, donc qui est centré autour des conseillers agricoles et des agriculteurs, mais pas uniquement. On a une deuxième action qui vise à tester les technologies et concevoir de nouvelles solutions. Donc là, l'idée, c'est de les tester sur, par exemple, des fermes innovantes ou de les tester en réalisant des partenariats en fait, avec des pôles de compétitivité, des startups, des entreprises ou des écoles pour tester de nouvelles solutions, en co-établir d'autres par ailleurs. Et enfin, une dernière action qui vise à revisiter les rôles du conseiller face à l'ubérisation. Donc là, la première idée, c'est de connaître l'utilisation des technologies numériques par les agriculteurs et les conseillers et de recenser leurs besoins, donc les besoins liés à leur utilisation. Et enfin, de les accompagner, de les former en fait, à cette transition numérique en mettant à disposition les ressources nécessaires à l'appropriation de ces technologies. Donc, j'ai fait le tour pour ce qui est de la présentation des actions à objectif 5 ans du RMT. Comme je vous le disais, c'est sur un objectif de temps, un pas de temps assez large, puisque les travaux du RMT vont encourir jusqu'en 2025. Néanmoins, une date que je peux déjà vous communiquer, c'est celle du 4 mai prochain. Le 4 mai, pendant la matinée de 8h30 à 12h30, nous organisons, donc nous les 4 co-animateurs du RMT, le premier workshop du réseau mixte. L'idée, c'est de proposer un atelier de travail par axe, donc un atelier pour les 4 axes que je viens de vous présenter. Les inscriptions sont libres, vous pouvez participer à 1 ou 2 ateliers et je vous mets le lien pour vous inscrire juste ici. Je vous le rappellerai également dans le chat. Et en tout cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez également les contacts du RMT qui sont indiqués juste ici. Et je peux également prendre des questions maintenant. Merci beaucoup. Donc, une ou des questions à Noémie Bernard-Legall. Alors, on a de nouveau une question par rapport à la partie plutôt métier et compétences. Donc, quel nouveau métier voyeriez-vous émerger? Ou alors, quel besoin de nouvelles compétences pourriez-vous anticiper? Alors là, c'est vraiment dans l'anticipation, parce que comme je disais, on est au tout début des travaux, donc pour l'instant, il y a des enquêtes qui sont bientôt qui sont prévues et qu'on va diffuser. Pour l'instant, c'est difficile de vous donner des réponses, surtout que ça dépend beaucoup du public concerné. J'aurais pas une réponse générique, en tout cas au moment du montage du RMT, ce qu'on avait surtout ciblé, c'était des besoins en formation, notamment auprès des conseillers qui avaient beaucoup fait remonter des besoins en formation forts du fait des nouveaux outils. Donc, on leur demande d'utiliser dans leur métier également de nouveaux outils auxquels les agriculteurs s'intéressent et sur lesquels on leur pose des questions. Donc, c'était surtout là-dessus que les besoins en formation étaient ressortis. Après, on en a vu d'autres partenaires du RMT, notamment des enseignements supérieurs, des établissements d'enseignement supérieur qui ont fait remonter certaines remarques, comme par exemple le fait qu'aujourd'hui l'agriculture numérique est une affaire de connaisseurs et que c'est difficile en tant qu'enseignant de s'approprier le sujet parce qu'il y a un manque de ressources mises à disposition et que c'est souvent les mêmes personnes qui réalisent des formations autour de l'agriculture numérique. Donc, c'est aussi l'idée de l'axe 3 du RMT de mettre des ressources un petit peu plus génériques à disposition de tous les formateurs potentiels et pour tous les publics potentiels.
Merci. Donc, il nous reste quelques minutes encore, hein. On a bien entamé le débat, mais bon, on a posé un certain nombre de questions. Donc, il nous reste quelques minutes. Si on veut poser encore des questions, si on veut conclure. Ah, alors Emmanuel Rousseau nous demande si pour ce final, nous pouvons rallumer nos caméras. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, est-ce que Lucille, une question ou nos différents participants, nos orateurs? J'ai pas de questions particulières. Je pense qu'on a bien dressé avec toutes les interventions qu'on a eues, la thématique voilà, de la bioéconomie, de tout ce qui est gestion vertueuse des ressources. Donc, je trouve qu'on a eu un très beau panel. Alors, il s'avère que là, dans les personnes qui nous restent, finalement, on a beaucoup les intervenants. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, les gens ont quitté au fur et à mesure de l'heure d'arrivée. Donc, je sais pas, voilà, peut-être si l'un de vous avait une question particulière ou faire plutôt en mode table ronde, peut-être pour échanger, si vous le souhaitez. Non, c'est l'heure de l'apéritif seulement. Bon, je sais pas, moi, je vais jeter une question, comme c'est très avancé, voilà, peut-être que ce serait intéressant. Enfin, moi, on a beaucoup parlé de compétences, en fait, et c'est un peu la question qui me restait, parce que il y avait ça a été question sur les compétences numériques, c'est une question qui a été posée aussi à Eric Berg en logistique, et c'est vrai que je me disais, bon, alors peut-être aussi parce que je suis enseignante. Donc voilà, je m'intéresse à nos jeunes en me disant, mais voilà, de quelles compétences aujourd'hui dans cette transition agroécologique est-ce qu'on a le plus besoin? Qu'est-ce qui nous manque? Voilà, qu'est-ce qui vous manque? Voilà, qu'est-ce qui vous manque dans vos entreprises, dans vos projets, dans vos démarches, comme type de compétences dans cette transition agroécologique? Bon, Béatrice, je vais prendre 2 petites secondes. En fait, les compétences dont j'ai besoin, en fait, je les trouve grâce à vous, donc merci. Voilà, donc oui, je pense qu'en effet, le lien que l'on peut tisser avec des structures telles que celles dans lesquelles vous enseignez, c'est extrêmement important, et au travers des travaux que, je sais pas, on n'a pas signé d'accord de confidentialité, Béatrice, donc on peut parler de la carotte quand même. Et donc, j'en profite parce que, en fait, j'ai rencontré Marc il y a peu de temps, et donc, Marc, je te salue. J'ai échangé avec Florent par téléphone, et maintenant, je mets une tête sur nos échanges, Florent, et j'espère que l'on réussira à se rencontrer. Monsieur Colonna, j'ai découvert plein de choses, et donc, ravi de vous avoir écouté. Voilà, je réponds pas à la question, mais j'en profite pour faire mon petit relationnel, et donc voilà. Bah, écoutez, c'est très bien parce que nous sommes entre nous, donc voilà. Donc je pense que bon. Ben, moi, si je peux répondre. Alors, bonjour Arnaud, merci de nous avoir salués. En fait, sur la question des compétences, moi, ce que je trouve, mais c'est compliqué, hein, n'y voyez aucun reproche, surtout qu'en plus je suis un étudiant d'Angers, donc voilà. Madame Plotu, je vous ai eu comme enseignante à l'époque, mais en fait, ce que je trouve peut-être le plus compliqué, c'est d'avoir une vision la plus d'ensemble possible. Alors, on utilise souvent le terme de systémique, ce qui est vrai, mais je ne sais pas si on peut vraiment parler d'un système, mais une transition écologique ou une transition alimentaire ou une transition, ça nécessite d'en voir toutes les composantes autant que faire se peut. Et c'est complexe de le faire. On a souvent tendance à aborder les sujets de manière un peu en silo, alors que quand on opère des transitions comme ça, comme celle-là,
ça nécessite d'avoir une vision à 360 degrés, ce qui est complexe, ce qui est très complexe. Mais malgré tout, c'est le gage d'une réussite, enfin d'une transition réussie, ou en tout cas de mettre un maximum de chances de son côté, d'avoir cette vision globale. Alors ouais, c'est ça, on parle de système, on parle de vision holistique. Enfin, il y a plein de termes pour l'utiliser, mais vraiment c'est un moteur qui tourne, et le moteur qui tourne, il y a plein de pièces, il y a plein de rouages, il y a plein de courroies, il y a du carburant, il y a de la chaleur, il y a de l'eau, il y a plein de choses qui rentrent dedans. Et ce qui fait que le moteur il tourne et il ronronne, bah c'est ça quoi. Donc voilà, enfin c'est un petit peu ce qui c'est pas spécifique du tout à une école ou à une autre, hein, ou à une formation à une autre. C'est plus une vision globale qui, je pense, est pas du tout simple à aborder, parce que bah, c'est des problématiques qui sont quand même relativement nouvelles, et on apprend aussi en marchant. Et donc je pense que c'est collectif. Il faut qu'on arrive à trouver la meilleure manière de présenter ça bah, aux futurs ingénieurs de demain. Alors pas qu'ingénieurs, mais aux futurs de demain, aux futurs opérationnels de demain, qui auront ces questions-là à traiter au quotidien. Voilà, j'espère pas avoir été trop long. Oui, Monsieur Colonna. Oui, je voudrais poursuivre sur cette idée. Moi, dans les formations d'élèves ingénieurs, je suis frappé par le fait qu'on insiste beaucoup dans la formation sur les leviers techniques ou leviers économiques, peu importe. Hein. Et ce qui manque souvent, c'est une approche système, pas une description du paysage avec tous les acteurs qui sont présents, etc. Mais une approche système en disant qu'un système, c'est un ensemble d'acteurs qui sont organisés sur une finalité. Il y a une organisation entre ces acteurs avec des interactions, des rétroactions éventuellement, et il faut dépasser souvent simplement la notion de partage de la valeur ajoutée, quoi. Et aller beaucoup plus loin dans les formations, quoi. Alors, une fois que j'ai dit ça, après, c'est très compliqué d'arriver à trouver des exemples en tant qu'enseignant pour leur montrer comment un système s'est régulé. Moi, je vous ai présenté tout à l'heure la filière blé, planification. Cette filière, elle a rencontré un problème à un moment donné parce qu'il y avait une lutte et une concurrence pour faire baisser le prix de la baguette. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a très longtemps, la baguette de pain coûtait 1 franc. Il y a eu une course. Et bien là-dedans, ce sont les boulangers qui faisaient cette course pour baisser le prix du pain. Ça a failli tuer complètement le marché, et ceux qui l'ont sauvé de manière étonnante, ce sont les meuniers qui ont compris qu'ils allaient perdre complètement dans ce jeu-là parce qu'ils n'auraient plus besoin de farine. Et ce sont les meuniers qui ont fait venir des boulangeries en franchise complète. Et ces franchises, elles permettaient de garantir la qualité du pain français, entre guillemets. Et on manque comme ça, dans la partie système, d'histoire. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Hein. Faut pas hésiter à nous solliciter, nous, professionnels. On a plein d'histoires à vous raconter, et des histoires de système, il y en a plein, il n'y a pas de souci. Je pense qu'un des éléments majeurs qui est aussi à intégrer, et que je pense on intègre probablement en France pas assez dans la formation, c'est l'expérimentation. Vous disiez, Marc, tout à l'heure, on apprend en marchant, c'est exactement ça. Et en fait, plus on va mettre en pratique, plus on va découvrir, et plus on expérimente, plus on prend plaisir à expérimenter, à mettre en œuvre. Et la compréhension d'un système peut venir de plus d'expérimentation, et pas uniquement de plus de réflexion très conceptuelle. Alors on sait que ça fait la force de la formation française, hein, la capacité à conceptualiser. Parfois, dans le cadre de la transition, des transitions qu'on cherche à mener, l'expérimentation et les petits pas, c'est pas mal. Merci beaucoup. Voilà, on a eu un débat très riche et on a épuisé évidemment tout notre temps. Donc voilà, je vais vous remercier tous, et puis bon, je vois que les débats sont déjà lancés. Donc, merci beaucoup à nos orateurs et merci beaucoup à nos organisateurs, voilà, à nos animatrices, enfin voilà, à nos participants. Merci beaucoup, puis à bientôt. À bientôt, voilà, dans des projets et de l'expérimentation, j'espère. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt.